Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 7e épisode du podcast liégeois L'équilibre instable, l'émission qui ressemble à tout et donc forcément à rien. Tout à fait. Nous sommes le vendredi 29 mars 2019 et avec moi autour de la table pour discutailler de tout et de rien comme on l'a dit et d'autres choses encore, nous avons Francesco, le moustachu théâtral, star du Namurois à l'heure d'hiver. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Et nous avons Abaddon, un peu chapelier à 16h. Il est le seul que je peux appeler seigneur autour de la table car c'est le seul à travailler dans un palais. Bonsoir Abaddon. Bonsoir. Voilà donc petite émission tout en intimité ce soir. Comité restreint. Comité restreint. Et parce qu'au fait, on ne le dira pas assez pendant cet épisode, mais on vous prépare un gros épisode vacances pour dans 2 mois. Voyage. On tease déjà parce que les prévisions sont que Abaddon parte très loin. Oui. Très loin et tu repars très loin. Ça s'en va et ça revient. C'est fait d'un tout petit rien. Et Francesco, est-ce que toi tu pars en vacances ? Oui, moi je partirai, mais au mois de juillet. Ah oui, non, on n'y est pas encore, là on parle du mois de mai. Ah non, malheureusement. On sera revenu que tu ne seras pas encore parti. Mais moi aussi je pars sur une petite île paradisiaque, prêt à boire des cocktails sur la plage. Il y en a qui ont de la chance, hein, bon, oui, bah écoute, voilà. Tout le monde va bien, je suppose. Évidemment, en pleine forme. Eh bien, tant mieux. Alors Francesco, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Mais encore des tas de choses hyper intéressantes, puisque juste après cette petite papote entre gens de bonne compagnie, nous allons parler des news, puisqu'il y a des news exceptionnelles à cette émission. Je me réjouis. Abaddon aura une petite actualité juste après. Alors aujourd'hui, le gros thème de l'émission, ce sera tout ce qui est seconde main, en fait. Donc on va parler de tout ce qui est seconde main, brocante, seconde main en ligne, etc. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça tous ensemble. Il faut dire la vérité, on a préparé ça tellement à l'arrache que voilà, on a fait sur la seconde main et on va rapiécer un petit peu notre émission. Même notre émission est de seconde main. Oui, la préparation de seconde main. Oui, justement, nous avons été très loin dans le thème aujourd'hui. Voilà. Et justement, pour parler de cette thématique qui est, ma foi, fort intéressante et très très d'actualité pour le coup, il y aura une chronique, un dossier spécial et nous allons un petit peu parler de tout ce qui est actuel aussi par rapport à la seconde main et comment on la traite aujourd'hui. Ensuite, il y aura Toi aussi et pas de tes amis. Alors, tout à fait spécial puisqu'il y aura des nouvelles règles. C'est une nouvelle formule à ce que j'ai entendu dire. Une nouvelle formule avec nouvelles règles et donc les invités vont être soumis à la question. Je ne vous dis rien, restez avec nous et vous verrez les nouvelles règles de Toi aussi et pas tes amis. Et nous terminerons par les traditionnelles recommandations d'usage pour être bon citoyen et être ouvert à la culture autour de soi. Eh bien Max, je pense que nous pouvons démarrer cette émission sur des chapeaux de roue. Eh bien en avant pour les news. Donc les news au fait c'est quoi Abaddon, rappelle-nous ? C'est le fait que rien n'a changé. Rien n'a changé. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Donc, Force est de constater qu'il n'y a pas de news puisque le Brexit n'a toujours pas brexité, puisque Trump est toujours à la Maison Blanche. Trump continue à trumper et la loi climat n'existe pas. Voilà. Ah, je vous avais prévenu, c'est des super news. Hein. Oui, mais ça, écoute, pour parler un petit peu écologie, je peux dire que je me suis rendu à la première marche pour le climat en décembre passé et à la fin de la journée, j'étais avec des amis et à la fin de la journée je leur avais dit écoutez, selon les infos on est 76 000 je crois à avoir marché aujourd'hui. Est-ce que c'était les infos des organisateurs ou c'est de la police ? Non, c'était la moyenne en ça aussi ça ne change pas. Voilà. Et donc on était 76 000 à avoir marché dans les rues de Bruxelles et je leur avais dit mais 76 000 personnes c'est moins 1% de la population, ce n'est pas une minorité et on n'écoute pas les gens qui ne sont pas d'une minorité, donc voilà, c'est fini. Et depuis, on n'a pas avancé, malgré les étudiants qui sortent tous les jeudis, malgré les gilets jaunes qui sortent tous les samedis à Paris, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Voilà. Mais ce 31 mars, il y a encore une nouvelle marche pour le climat à Liège. Mais ça fait son petit bonhomme de chemin, mais comme dit Abaddon, les choses ne changent pas. Absolument. Je pense que le politique a conscience du problème, c'est juste qu'ils n'ont pas encore trouvé comment faire de l'argent avec. Oui, et puis il y en a qui découvrent aussi ce que c'est l'écologie quelques mois avant les élections aussi. Rappelons ça. Voilà. Eh bien, news rapide, donc je pense que beaucoup plus intéressant, nous avons de ta part, Abaddon, une petite actualité. Nous avons une actualité.
Vas-y, on Alors, t'écoute. je vais teaser mon actualité en vous posant une question. Enfin, toi, L'umami. Non, pas l'umami. Ça, c'est facile. Ça ne peut pas être l'umami à chaque fois. Deux fois, je ne sais pas. Allez. Quelqu'un ou quelque chose va fêter ses 30 ans ce week-end, mais qui? Non, c'est pas toi. Ce n'est pas moi. Ça a un rapport avec l'endroit où tu travailles? De très loin, ça a un rapport avec l'endroit où je travaille. Nous rappelons que donc Abaddon travaille. Non, ne fais pas de pub. Ne fais pas de pub. Tu travailles au TUT. Au TUT. Voilà. Au TUT d'été. Et donc, je ne sais plus qui fête ses 30 Allez, ans. ce n'est pas un qui, c'est plutôt un quelque chose. Ah, est-ce que c'est une feuille de thé particulière? Non. Le rapport est plus loin du thé et plus proche de la culture. Ah. Est-ce qu'une personne connue en Belgique? Ce n'est pas une personne, c'est un quelque chose. La c'est façon quelque chose. de C'est cuire un et chien? le thé. Non, c'est une recette, ouais. C'est même physique en fait. C'est quelque chose qu'on peut enfin, en tout cas on peut le voir, le toucher c'est plus délicat, mais On peut le voir au quotidien. Bon. Pas au quotidien, il faut se rendre sur place pour le voir. Ah oui, Et donc croiser des gens excessivement désagréables sur le chemin. Est-ce que c'est à Liège? Non. Un endroit où il y a des gens encore plus désagréables qu'à Liège. Ah, est-ce Bruxelles, possible? le Mannequin Peace. Non, encore plus désagréable qu'en Belgique. À Je veux Paris dire, dans l'échelle des gens désagréables, c'est le summum, c'est le panier du panier. À Paris. À Paris. donc. À Paris. Oui. Oui. À Paris, il y a un monument qui fête ses 30 ans ce week-end. Ah. La pyramide du Louvre. Ah, depuis. Attends. Elle a oui, 30 Ça fait ans. 30 ans que la Elle a pyramide du 30 ans. Louvre a été... voilà, D'accord. c'est... Elle est toute jeune en fait. Oui, Bah toute oui, jeune. parce toute jeune. qu'on l'a toujours connu. Enfin, moi j'ai toujours connu la pyramide du Louvre, mais je ne suis allé n'as à pas Paris 30 qu'une ans. fois. Je n'ai pas 30 Voilà. ans, c'est vrai. Oui, oui. Donc voilà, et c'est un peu ça l'actualité, c'est que le TUT d'été a T'inquiète, remporté, ouais. enfin il y a un an, le Louvre a lancé un concours aux maisons de thé parisiennes pour un thé qui serait vendu dans les boutiques du musée pour représenter La pyramide. la pyramide. Et la marque pour laquelle je travaille a présenté non pas un thé, mais 2 thés. Ouh là là. Et a gagné. Ouh là là. Voilà. Bah, 2 fois plus de chances de gagner, donc Voilà, c'est ça. forcément. Donc, Et donc en gros, c'est un sachet en forme de pyramide. Non, parce qu'il faut que vous sachiez que Parce qu'elle a l'âge les de la pyramides, les sachets en forme de pyramide, c'est le mal. Non, il faut pas ressentir en Ah, frappe. le sachet en forme de pyramide, c'est le mal. enfin, on l'a joué un peu autrement. Enfin, quand je dis on, je ne suis pas inclus dedans, mais on a fait un côté cour et un côté jardin. Ah. Oh, le côté théâtral de la Voilà, chose. c'est ça. Ça te parle, Francesco. Ça me parle. Voilà, c'était. D'accord, petite très actualité. bien. Écoute, la pyramide du Louvre, qui a déjà été au Louvre? Parce que moi je suis allé à Paris, mais je ne suis pas allé au Louvre. Eh bien, moi j'y suis allé l'an passé. Et depuis tout petit, j'ai une grande passion, l'égyptologie. Oui. Je suis allé au Louvre un vendredi et j'ai appris que le département égyptologie fermait tous les vendredis. Quel dommage. Donc j'ai pu voir tout le reste, mais pas la Mais partie pas l'égyptologie. égyptologie. Ah oui, Et moi, toi, Francesco? mais moi c'était quand j'avais 17 ou 18 ans, donc ça commence à dater. Mais c'est vrai que pour faire le Louvre, il faut y aller plusieurs jours parce que c'est tellement énorme. Ouais. Enfin, moi aussi j'aime bien Oui. tout ce qui est égyptologie, etc. Mais enfin, c'est énorme. Et alors moi, ce qui m'épate toujours, c'est le nombre de personnes qui sont devant la Joconde, alors que fondamentalement, quand on se retrouve devant, c'est un peu comme le mannequin Peace en fait. On se dit, oh, le mannequin Peace, ça doit être génial et tout. Et en fait, il est minuscule et c'est très décevant. Et en fait, la Joconde, c'est la même chose. Il y a plein de monde devant, le tableau est assez petit, il est très chouette, mais en même temps, en face, tu as les noces de Canaan qui sont juste Sublime. sublimes, mais il n'y a personne qui les regarde. Enfin, voilà, il y a un peu un décalage entre la culture et la culture populaire. Moi, le seul rapport que j'ai avec le Louvre, j'ai dû voir la pyramide du Louvre de loin, fin des années 90, quand je suis allé à Paris. Et sinon, grâce à mon papa, une fois n'est pas coutume, je peux aussi le citer, il me laissait jouer à un jeu vidéo qui s'appelait Le Louvre, l'ultime malédiction, qui était un point and click, où tu devais te promener dans le Louvre, mais non seulement dans le Louvre, mais aussi tu retournais dans le passé pour voir à quoi ressemblait le Louvre au Moyen-Âge, et tu vivais de grandes aventures à différentes époques. Ah ben c'était C'était peut-être le moment de intéressant. recommander un film dont une partie se déroule au Louvre, très intéressant. Belphégor? Les aventures d'Adèle Blanc-Sec. Ah oui, Je croyais voilà. que t'allais dire le Da Vinci Code. Non, Non, on ne peut pas tout ramener au Da Je veux Vinci dire, Code et à Dan il faut quand même Brown. pouvoir le regarder au moins 20 minutes sans avoir envie de vomir. En Merci. effet. Non, Adèle Blanc-Sec, c'est très très drôle. Adèle Blanc-Sec, oui, c'est vrai. Luc Besson. ce Et genre il de y a un petit redactyle dedans. choses. Exactement. Voilà. Ouais. Et des momies. Et des momies. Toutes Mais mes oui, mais- histoires. Voilà, écoute, toutes les bonnes, une bonne recette du Louvre, c'est un petit peu de momie, un petit peu de préhistoire, un petit peu de Moyen-Âge, et tu shakes, shake. et ça fait une pyramide. Voilà, c'est bon. Exactement.
Eh bien, merci Abaddon pour cette actualité. Je pense que nous allons directement passer à notre dossier, Francesco, notre dossier sur la seconde main. Tout à fait. Alors là, pour les auditeurs qui ne l'entendront pas, je vais clapper des mains et puis en coulisses, je devrais composer un petit générique spécial. De récupérer aussi de deuxième main, quoi. Voilà. Mais oui, c'est pas une mauvaise idée. Je vais faire un générique de seconde main aussi, je vais pas me fouler cette fois-ci. Avec des casseroles par exemple. Allez, à tout de suite. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce podcast parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... Eh bien. Où en sommes-nous donc, Francesco? Eh bien, nous en sommes au début de l'émission, donc on vient toujours de commencer. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que tu parles de ta fameuse chronique, en fait, donc qui tourne autour de la seconde main. Oui. Mais je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'elle est suffisamment explicite comme ça. Oui, j'ai une question. Oui. Où as-tu récupéré cette idée? De la seconde main. Oui. Alors là, c'est totalement venu. Au fait, c'est l'idée de la chronique à la base. Tu vas voir. Mais c'est très verbeux, donc il va falloir suivre. Et alors, ce sera une chronique qui sera disponible par écrit sur le site. Parce que rappelons, ça c'est vrai, que nous avons un site http://eclectisme.be qui parle un petit peu de tout et de rien, un petit peu comme cette émission, mais il y a de l'écrit, il y a un petit peu d'art, il y a des vidéos. Et des gens lisent toujours de nos jours. J'espère, parce que sinon, je peux mettre la clé sous la porte. Mais, voilà. Et donc, je m'échine à faire des petites chroniques et des petites reviews de livres. Donc, les amis, si vous avez un jour des reviews de livres à partager, vous n'hésitez surtout pas. Et on les met sur le site. Et n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles sur notre podcast qui est sur iTunes désormais. Et à nous envoyer des messages. À nous téléphoner pendant l'émission pour qu'on puisse faire des interviews en direct. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir d'où vous écoutez l'émission. Parce que c'est toujours intéressant de savoir où vous êtes. Si vous êtes dans votre lit ou si vous êtes dans votre cuisine. Ou si vous êtes en voyage. Oui, ou n'importe où. Enfin, voilà, ou dans le fin fond des Ardennes. En fait. Où êtes-vous ? Oui. Ça, c'est la vraie belle question. C'est la grande question. Est-ce que notre appel passe jusque dans le fin fond des Ardennes? Je ne sais pas, mais voilà, il y a quand même, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, une quarantaine de personnes qui ont téléchargé. Est-ce qu'elles ont écouté l'émission? Je ne sais pas, mais une quarantaine de personnes qui ont téléchargé la dernière émission. Salue, en tout cas. Le Laserman de la foi catholique, avec notre ami Louis, pour ne pas le citer. Un gros big up à lui. Eh bien donc oui, une petite chronique Francesco. Moi j'aime bien pour mes petites chroniques que je mets sur le site choisir le titre de la chronique en fonction d'une citation latine. Et cette fois-ci j'ai choisi Aquila non capit muscas, donc l'aigle ne chasse pas les mouches. Très charmant. Accrochez-vous, ça va secouer. Wallonne ou Wallon, liégeoise liégeois, Tongeren, antiquisant et antiquaire, amateur de vieillerie et vieux de la vieille, connaisseuse en art et artiste prolixe, curieuse insatiable et acheteur compulsif, dandy avare et caïra prodigue, à toutes et tous présents et à venir, salut. Le retour de la visibilité de notre étoile préférée, principale responsable de notre indolente vie sur la planète que nous nous échinons à détruire en dépit des mugissements bovins provenant des aficionados végans, adeptes d'une politique écologico-fasciste, rendant sa place à la nature au sein de toute équation moderne, alors que, je vous le rappelle, l'homme était la mesure de toute chose, et ce depuis la grande diaspora de 1453, qui a vu les savants et philosophes byzantins n'étant aucunement attirés par la question du sexe des anges, fuir l'arrivée des Ottomans, pourtant eux aussi très orthodoxes sur certains points précis de leur monothéisme, fuite qui les mena jusque chez leurs très abattardis cousins des royaumes d'Italie, ayant depuis longtemps laissé les Germains déposer leur empereur et décapiter à moitié leur prestigieux aigle bicéphale. Le retour donc parmi nous de l'astre du jour, quand je reprends le début de ma phrase, nous permet donc de prévoir quelque activité extérieure, je dirais même plus dépaysante pour le citadin pantouflard et bedonnant que je suis. Ainsi, mes nombreux et édifiants périples ensoleillés m'amenèrent d'une contrée consanguine à un fief hors de gamme, ou inversement, et ce sans passer par la case civilisation et ainsi toucher les 2000 francs qui auraient été bien à propos dans moult situations rencontrées. Mais assez effleurer mes barbouzeries en borinage et autres escapades gommaises, nous en reparlerons une autre fois. L'une de mes nouvelles et truculentes activités d'esthète... Excuse-moi, ça s'entend. Je recommence.
L'une de mes nouvelles et truculentes activités d'esthète replay est de partager des moments de convivialité inégalables avec mes camarades à la recherche d'un quelconque trésor sur les tables babioleuses de courageux bougres qui, faut-il le souligner, bravent souvent le manque de sommeil, le froid et les mauvaises manières de menus escrocs capitalistes à babouche pailletée, recherchant l'équivalent d'une pépite d'or au fond de l'embouchure délétère d'un gorge aux 1000 milliards d'objets inutiles et donc indispensables, qui bravent parfois les questions maladroites de pérégrins ou espions albionnés pré-réfugiés d'autres lois à Brexit, mais qui bravent très rarement la soif qui tenaillerait un Dipsonman résolu à s'enivrer grâce à la liqueur contenue dans une boîte de mon chéri. Dame, que de bonnes affaires en vue. J'en avais pas acheté du superflu. Enfin, j'en avais déjà acheté du superflu. Du m'as-tu vu, mais jamais autant, avec autant d'assiduité et l'impression de singularité d'objets désespérément désuets. Prenez ma canne. Ma canne à tête de canard. Non, c'est pas celle que j'avais déjà et que j'ai ramenée d'Italie. Celle-là, c'est une nouvelle que j'ai payée 30 €. L'autre, je me l'étais fait offert par mes parents. En avais-je besoin? En avais-je besoin? Bah peut-être pas, mais maintenant j'en ai une pour me promener à la campagne et une pour me promener en ville. Donc c'est très bien. Tiens voilà Francesco. Merci. Autre exemple. Cette petite longue vue que j'ai acquise pour 5 €. N'est-elle pas mignonne? Bon, elle porte pas loin et on voit un peu flou dedans. Mais espionner des voisins que je n'ai pas avec cet outil, c'est pas génial quand même? Alors je pourrais vous énumérer un nombre impressionnant de breloques superflues, mais je préfère vous conter ma première visite sur la brocante de Tongres. Au petit matin du lendemain d'une soirée polonaise bien arrosée en lèche et anti-ski blonde, lors de laquelle Lionel et Léopold avaient brillé, mais pas par leur mutisme, je me retrouvais le mal aux cheveux et la tête sous une presse hydraulique à déambuler avec eux sur ce qui est la plus grande brocante du Benelux. Sachez-le. Oubliez tout ce que vous avez vu sur les autres marchés aux puces. Ici, les exposants ont minutieusement tout rangé pour que vous n'ayez pas l'impression d'un souk, mais de professionnels de l'objet ancien. Certains objets sont même pratiquement neufs et on trouve de tout. Pas étonnant que notre artiste métamorphe aille y chercher des insectes pour ses créations hors du commun. J'y ai également trouvé mon compte. Un badge communiste datant de la Seconde Guerre mondiale sur lesquels de sibyllines lettres cyrilliques évoque ce que mon traducteur, qui n'est pas Google, mais que je refuse quand même de dénoncer au SFSB, translate en guerre domestique. Cette médaille du mérite est numérotée sur son dos, et je me prends à imaginer qu'elle a certainement appartenu à un homme intègre et courageux, dont on peut imaginer qu'il a préféré venir finir ses jours en Belgique pour éviter d'avoir à passer les dernières années de sa vie dans un goulag au chauffage central inexistant, choisi avec discrétion par son commissaire de quartier. Il aura alors vendu ce dernier souvenir d'une belle idée d'égalité pour que ses petits-enfants n'aient pas à lui demander si Iosif Vissarionovitch Djougashvili était vraiment si pire que ce que les nazis disaient de lui. Tiens, ça me fait penser, en parlant de nazis, on en a trouvé la trace sur la brocante de Tongres. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit autour de la table, hein. Attention, attention, tous les néerlandophones de Belgique ne sont pas nazis. Seuls un tiers d'entre eux, ou un peu plus à voir avec les prochaines élections, ont des idées bien arrêtées sur certains sujets. Nous avons pu admirer chez une dizaine de participants un certain engouement à vendre des mémorabilia nazis. Et voici que je te présente des Reichsmark. Mais si vous n'en voulez pas, nous avons cette casquette d'officier SS qui mettra vos yeux en valeur lorsque vous vous habillerez en vert de gris. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, peut-être l'acquisition d'un tampon administratif nazi à l'emblème de la Wehrmacht ou arborant le crâne si particulier des Totenkopf au choix fera-t-elle rejaillir en vous l'amour du travail bien fait? Qui sait? Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. On peut arguer que business is business, mais moi, mes bijoux de famille, je me les garde, j'en fais pas étalage au grand jour devant des milliers de personnes qui passent sur la brocante de sa folie, hein. Comme quoi, après que l'aigle bicéphale romain a été supplanté par la lune et les étoiles, et que 600 ans plus tard l'aiglon nazi ait cherché à déposséder notre ciel de ses astériscorifères, il n'y a plus que les mouches charognardes d'un temps révolu pour chasser ces rapaces de guerre aux idéaux déplumés. Oh, quelle truculence, hein, vraiment. C'est un délice de t'écouter. On y est, hein, sur la brocante de Tongres, vraiment. Non mais allez-y, franchement, c'est sympathique.
C'est vraiment... ça a l'air, d'autant plus avec les tampons SS, etc. Non, j'ai exagéré, mais c'est parce que la première fois qu'on y va, c'est impressionnant de découvrir qu'on peut y vendre ça, mais on y vend tellement d'autres choses que ce serait dommage au fait de gâcher une bonne affaire, surtout que ce soir, nous sommes là pour parler des bonnes affaires. Mais absolument, et même de la seconde main en général, et même de ses avantages, en fait. Et donc attends, je te coupe 30 secondes, c'est vrai ce que je raconte sur mon badge que mes camarades voient ici, parce qu'au fait, quand tu vois, ça se dévisse. Donc nous avons ici Max qui a le fameux badge communiste. Il est en train de dévisser pour nous montrer le dévisse, et au fait, vous le croirez ou vous ne le croirez pas. À l'intérieur, il y a un numéro. Il y a une date. Non, non, c'est pas une date, c'est un numéro de série, et au fait, donc mon contact, que je me refuse toujours à déclarer. Nous l'appellerons la source. La source. M'a expliqué au fait que oui, il y avait un numéro de série et que le gouvernement russe actuel reprenait ou rachetait les médailles qui étaient éparpillées un petit peu dans le monde pour les rendre à leur famille d'origine. Voilà. Et je trouvais cette petite anecdote très intéressante. Donc voilà. Tout à fait. Eh bien, enchaînons. La seconde main, du coup, bon, avec si on parlait des avantages, vous êtes amateur de seconde main vous-même Moi, pas du tout, je serais le contrepartie dans cette affaire. Voilà, moi écoute... ça fera un beau débat, du coup. Voilà. J'ai fait... Ces dernières soldes, je les ai beaucoup fait dans le seconde main, donc je ne peux pas dire que je n'aime pas ça. J'y ai trouvé mon compte, et même plus que mon compte. Donc oui, franchement, en tout cas en vêtements... Ça peut être intéressant. Alors ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on parle peut-être d'abord des avantages de la seconde main, et puis que du coup tu contre-argumentes pour voir quels sont les points négatifs. C'est pas tant contre la seconde main que je suis, c'est plutôt contre tout ce qui est solde. C'est plutôt quand Max m'a annoncé le thème, il me parlait de bonnes affaires, du coup j'ai pensé solde et je me suis dit, je n'aime pas les soldes. Après la seconde main, je n'ai rien contre dans l'absolu. D'accord, oui, écoute, voilà. En tout cas pour ce qui est de la seconde main, il y a plusieurs avantages, parce que du coup, en fait, acheter seconde main, c'est très tendance en fait maintenant de le faire, parce que beaucoup de gens le font, et d'autant plus que ça permet d'acheter des objets totalement vintage des années que vous souhaitez. Donc du coup, si vous voulez refaire la déco, c'est chouette. Alors acheter seconde main, forcément c'est moins cher, alors ça fait moins de déchets aussi, c'est vrai. Donc c'est bon pour l'environnement, parce que du coup ça veut dire que non seulement vous ne jetez pas quelque chose, mais vous n'achetez pas autre chose d'équivalent, puisque vous l'avez eu en seconde main. Donc ça veut dire qu'au niveau environnement, là c'est le top, quoi. Et les jouets de seconde main, c'est génial pour les enfants, parce Tout à fait. Il peut y avoir plein de trucs qui peuvent encore servir, et puis qui rendront les gamins heureux, quoi. Hashtag c'est bientôt Toy Story 4. Voilà. Ça. Merci. En plus les objets ont souvent une histoire en fait. Enfin, je sais pas, tenir un objet de seconde main, tu l'as très bien décrit dans ta chronique, c'est tenir une histoire de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes l'objet est passé de main en main, de génération en génération, et il y a un poids symbolique à prendre un objet de seconde main qu'on n'a pas du tout en achetant neuf, par exemple. Tout à fait. Et ce qui est avantageux aussi en achetant seconde main, c'est que ça fait vivre tout un secteur de l'économie sociale, et ça on l'ignore parfois, mais ça permet à toute une série de personnes qui sont moins qualifiées ou en dehors de la société de pouvoir se réinsérer, par exemple via des boutiques de seconde main. Je pense par exemple aux boutiques Oxfam ou à d'autres boutiques. Ça permet aussi à des gens de se former, à accéder à des formations là-dessus. Donc c'est toute une économie qui vit et qui se développe de plus en plus en parallèle avec la société de consommation traditionnelle, entre guillemets. D'ailleurs, si je peux encore t'interrompre, la boutique Oxfam, j'y ai fait un petit tour justement pour trouver de quoi me vêtir, et c'est très avantageux, surtout quand tu viens en période de solde où ils font 50% sur tous leurs produits. Et déjà ça coûte quelques euros à la base. C'est ça, donc je me suis retrouvé à me demander le prix d'un veston en solde, en seconde main en solde. Écoutez, il est à 6 € normalement, donc on vous le fait à 3. Et là je fais... Ce qui est le prix d'une bière, Oui, pour le prix d'une bière, je suis reparti avec... pour le prix d'une bière spéciale, je suis reparti avec 2 vestons. Je ne vais pas me plaindre. Et les mentalités changent beaucoup pour le moment, puisque ça ne devient pas honteux d'aller dans un magasin de seconde main, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aller dans un magasin Oxfam était quand même quelque chose d'assez dégradant. On se dit, mais surtout quand les gens maintenant laissent des vêtements propres et... pratiquement pas utilisé, quoi. Oui, tout à fait. Puis de toute façon, il y a un tri qui est fait, même. De toute façon, ils ne vendent pas des locs. Oui, c'est ça.
Et alors, le dernier avantage de la seconde main, qu'en fait, c'est souvent de meilleure qualité que du neuf à prix égal. Parce que c'est vrai que maintenant, avec toute cette société qui veut aller de plus en plus vite et faire de moins en moins cher, eh bien, les objets d'avant étaient plus faits pour durer, et donc du coup de bien meilleure qualité que ceux qu'on trouve aujourd'hui. Et donc, en fait, acheter seconde main, c'est génial parce que ça n'a que des avantages quasiment. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de repartir pour réemployer les choses. Raccommoder un pull plutôt que de le jeter. Acheter dans un magasin d'économie sociale un vieux meuble qui a été remis au goût du jour. Faire du troc entre objets. Donner un bien à une association, une donnerie, un magasin d'économie sociale. Donc, du coup, voilà, c'est toute une série de choses qui peuvent vraiment redynamiser l'économie et le portefeuille en même temps. On vend ou on achète en brocante ou sur des sites de seconde main, deuxième-main.be par exemple. Et alors pour les vêtements, il y a beaucoup d'options en seconde main. Par exemple, il y a une carte interactive, donc apparemment qui existe, pour identifier les magasins d'économie sociale près de chez soi, comme les magasins Terre, Oxfam, les petits riens. Oh, c'est cool. Et donc ça. c'est une carte interactive qui s'appelle Ressources au pluriel. Et donc voilà, comme ça vous pouvez voir où vous pouvez acheter en seconde main près de chez vous. Voilà, et donc participer à des vide dressing aussi, à des sites spécialisés, etc. Donc voilà, la seconde main a plutôt beaucoup d'avantages en fait. Est-ce que du coup il y a un contre-argument par rapport à ça ? Non, parce que voilà, je suis venu à l'émission en ayant compris le thème à moitié, désolé. Non, t'inquiète. Je pensais que c'était les bonnes affaires. Mais oui, les bonnes affaires. Mais je suis pour la seconde main aussi. La preuve, j'ai acheté une maison de seconde main quand j'ai vécu dedans. Très bon achat. Effectivement, ça m'a coûté la moitié du prix d'une nouvelle maison. Et après travaux, c'est un très bon achat. Ah oui, les travaux ne sont pas finis, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini dans une maison. Je suis très content de ma maison de seconde main. Donc, oui, d'autres personnes ont vécu dans cette maison et donc il y a une histoire, les murs... Par contre, quand l'histoire est trop glauque, généralement les gens n'achètent pas les maisons de seconde main. C'est curieux, mais les maisons où il s'est passé des choses un peu plus étranges ou horribles, en effet, partent moins bien, ça c'est vrai. Et dis-nous, Francesco, ta grande expérience de deuxième-main.be, tu ne veux pas nous en parler un petit peu ? Si, je peux. Deuxième-main.be, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est une application qui est disponible soit sur téléphone, tablette ou sur le PC. Et donc l'idée c'est que n'importe qui, vous, moi, pouvez mettre en vente n'importe quoi. Donc si vous avez envie de vous débarrasser de quelque chose, eh bien vous mettez une petite annonce, ça va très vite, et vous mettez le prix que vous voulez. Oui, mais parlons un petit peu franchement de ta vie privée, Francesco. Tu as fait un gros achat récemment sur deuxième-main.be. Oui, bon. Tu as non, là franchement, tu dois en parler. Tu as fait une acquisition. Donc, oui, un très bel achat, mais coûteux quand même. Oui, pour quelque chose de deuxième main et de vieillot. Certes, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc sur deuxième-main.be, c'est le principe de la brocante en ligne. Et oui, donc, tout à fait. On trouve de tout. Et donc, moi, mon petit plaisir, ça a été. En fait, le problème de la seconde main, c'est que quand on tombe sur des nouveaux objets dont on n'a pas forcément besoin et qu'on tombe en amour, et on achète. C'est comme quand on arrive dans un magasin, quoi. Donc c'est un magasin en ligne. C'est comme quand on arrive dans un magasin où il y a plein de femmes et puis on tombe amoureux d'une femme. Voilà. Et on doit repartir avec. Tout à fait. Et moi, je suis tombé amoureux d'un ancien gramophone. C'est un objet un peu plus incongru, mais avec une magnifique corne en cuivre comme ça. Et donc du coup je l'ai acheté, j'ai rencontré l'acheteur. Donc ça qui est chouette aussi avec seconde main, c'est que tu dois aller sur place pour... c'est ça. Contrairement au magasin où c'est toujours un peu les mêmes vendeurs, ici vous allez rencontrer des gens, n'importe qui en fait. Et donc vous les rencontrez, vous rentrez chez eux, vous discutez avec eux. Enfin voilà, il y a Prenez une petite goutte, il y a une histoire de l'objet qui vous est racontée aussi. Enfin voilà, donc c'est très enrichissant. Et donc voilà, mais donc du coup cet achat en entraîne d'autres, puisque pouvoir écouter un gramophone, il faut quelque chose à écouter. Il faut des 78 tours, et donc les 78 tours, ça ne se trouve plus chez H&M par exemple, ou dans un autre endroit. Donc il faut en chercher, et donc du coup ça aussi ça déboule sur d'autres achats, etc. Peut-être que sur la brocante de Tonk, tu pourrais trouver des 78 tours avec des chants nazis. Je passer un message, mais lequel? À la brocante de Tonk, on trouve un petit peu tout, c'est un peu un Disneyland Paris de la brocante. Exactement. Non, mais oui, mais la plus grande brocante du Benelux.
Tout à fait. Ai-je besoin de le rappeler? Bon, voilà, donc deuxièmemain.be, c'est assez sympa. L'inscription est gratuite. Surtout pour trouver des gramophones, visiblement. Gratuites, tout est gratuit. Amateur de gramophone. Voilà, amateur de gramophone. Et de 78 tours. Mais même de tout, voilà, il y a des livres, il y a de tout, et c'est vraiment très très intéressant. Tant qu'on y est, on peut parler d'une autre application, mais ça qui concerne plus la jante féminine. Ah mais attends une seconde, alors avant de parler de ça, moi je vais dire aussi que sur deuxième mois, enfin, je n'ai pas encore l'objet en main, mais grâce à ma maman... bonjour à elle, bonjour à elle. Oui, c'est ça. Elle est sur le départ. Elle est sur le départ, elle est sur les starting blocks. L'heure d'été lui fait peur, le passage à l'heure d'été lui fait peur. Grâce à elle, j'ai trouvé un lit, un monsieur qui fait des lits sur seconde main, donc je vais bientôt recevoir, test au prochain podcast, de savoir si j'ai dormi correctement, et si oui, je donnerai le nom du monsieur dans les recommandations en fin d'épisode. Voilà, on le salue d'avance. Parce que ce sera un petit peu dans le thème de l'émission, le voyage au pays des rêves. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. On peut voyager dans sa tête. On peut voyager dans sa tête. C'est d'ailleurs les plus gros voyages qu'on fait à mon avis. Sans doute. Et donc la deuxième application dont tu voulais nous parler après seconde main. Cette application s'appelle Vinted. C'est une application sans doute dis-le Abaddon, dis-le. Oui, on sent le serpent qui siffle. Mais donc Vinted, si vous ne connaissez pas, c'est une application qui a été créée il y a quelques mois. Et c'est une application qu'on trouve de nouveau sur ordinateur, tablette, téléphone, etc. Et c'est une application de vide dressing. Attention. Donc c'est-à-dire que... Attends. Est-ce que c'est le Zalando de l'échangiste? de vêtements. Donc ça concerne surtout les vêtements, les chaussures et les accessoires de seconde main. Alors en théorie ça concerne tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants. Je pense que plus de 95% des personnes qui vont sur Vinted sont des femmes, donc très certainement, et peut-être que vous-même vous utilisez Vinted, donc nous allons voir si c'est si bien que ça finalement. En tout cas le slogan c'est « Tu ne le portes plus ? Vends-le ». Donc c'est une application qui est soi-disant gratuite. Et donc c'est évidemment une aubaine pour celles qui ont besoin de faire de la place dans leur penderie ou pour acquérir des vêtements bon marché. Et Dieu sait que certaines dames ont besoin, absolument. Mais tu vas dire certains hommes non, aussi. Non, mais de façon plus sérieuse, j'ai fait de la place dans ma penderie dernièrement, mais pas pour gagner des sous, parce que tu n'as plus de place. Non, parce que tout ce que j'ai jeté, tout ce que j'ai retiré, je suis allé le déposer dans une bulle terre, donc voilà, je n'ai pas essayé de me faire de l'argent avec. Mais petit truc à part, on a acheté un bouquin qui s'appelle La magie du rangement. De Marie Kondo. De Marie Kondo. Oui, il est là, regarde. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais c'est génial, parce qu'en fait, c'est pas question... Enfin, il faut jeter. Les gens un peu simples d'esprit vont se dire ah oui c'est une nouvelle philosophie de vie machin ranger pour que ce soit joli. Marie Kondo c'est facile, il faut jeter. En fait c'est pas tant qu'il faut jeter d'un point de vue strict, c'est qu'il faut garder ce qui procure du bonheur. Donc les gens vont se dire je ne vais garder que les vêtements que je porte. Ben non, pas forcément. Donc pour les gens qui ont porté un vêtement pour une occasion spéciale, ils gardent le vêtement même s'ils savent qu'ils ne le mettront plus. Mais on ne garde que les objets qui procurent du bonheur. Donc on prend un t-shirt, on dit celui-là je suis confort dedans, je l'aime bien, je me sens beau, on le garde. Celui-là je ne le mets pas souvent, je ne mets aucune affinité, on le donne. Et on fait ça avec plein de choses dans sa maison et au final on a fait le tri. Mais ce qui est intéressant c'est que on passe vite du registre matériel des choses au registre psychologique. Donc on se dit pourquoi est-ce que dans ma vie je continuerai à garder des choses, des gens, des éléments qui me rendent malheureux. Voilà. Absolument. Et donc la question est de savoir... Oui, débarrassez-vous des gens qui vous rendent malheureux surtout. Oui, et comment est-ce qu'on refourgue ces éléments malheureux? Et donc Vinted pourrait être une possibilité. Est-ce que je peux revendre des collègues sur Vinted? Écoute, je ne parlerai pas des collègues, mais je parlerai... Est-ce finalement un bon plan de revente sur Vinted? Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? Je dois avouer que d'après donc j'ai fait une petite recherche, donc c'est vrai que c'est assez simple d'utilisation, l'interface est bien faite, elle est interactive, elle est rapide, etc. Alors c'est soi-disant gratuit, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais et pas de commission, mais attention pour le vendeur. J'aime bien le soi-disant. Parce que pour le vendeur. L'acheteur, lui, il a une commission à payer, donc ça je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas l'acheteur doit faire plus 5% du prix, plus 70 cents de façon fixe. Donc c'est-à-dire qu'à chaque vente, il y a 5% plus 70 cents qui vont à Vinted. Sinon, comment est-ce qu'ils se financeraient Oui, parce qu'entre les pourcents et les cents... ça dépend du produit, parce que tu peux avoir des chaussures de marque très très chères. De toute façon, tu fais plus 70 cents et après tu fais plus 5%. Ouais, d'office. Pour l'acheteur en tout cas. Ok.
Il faut savoir qu'il y a une possibilité de négocier, donc les prix que l'acheteur met sont négociables, donc ça voilà, c'est toujours intéressant, il y a possibilité de proposer un prix. Et ce qui est chouette aussi comme possibilité, c'est d'affiner la recherche, donc pour trouver les vendeurs proches. Donc si vous cherchez quelque chose sur Liège, il y a moyen de faire un rayon de X km, un peu comme sur deuxième main, pour affiner la recherche. Bon, là, voilà, tout ça paraît extraordinaire, magnifique. Question de Bannon. D'une part, j'avais déjà posé une question, j'ai levé la main une fois, donc là je lève ma seconde main. Seconde il l'a préparé depuis longtemps. Oui, seconde question d'Abaddon. D'autre part... Seconde ou deuxième question d'Abaddon? Seconde. Au début, tu disais que ça permettait que la seconde main permettait de rencontrer les gens, mais sauf erreur de ma part, sur Vinted, on passe par des points post, donc on ne voit pas. Absolument, donc sur Vinted, on ne rencontre pas, contrairement à deuxième main, c'est vrai qu'on... Ce n'est pas du tout à but social comme peut l'être deuxième main. Non, ici c'est vraiment un but commercial, et donc c'est vrai que ça empêche toute une série, par exemple, de vêtements de finir, par exemple, chez Terre, ou de bénéficier des associations. Donc c'est clairement... Vilaines associations. Oui, oui, c'est ça. Écoute, je mettrai un petit jingle démoniaque en fond à chaque fois que Francesco prononce le nom de Vinted. Je t'en remercie. Voilà. Moi du futur, bonne chance au montage. Exactement, Vinted. Alors, pour vous parler de Vinted, ici, moi je suis tombé sur quelques témoignages négatifs qui sont assez interpellants, parce que bon, quand on voit tout ça, on se dit que cette application elle est juste géniale, parce que bon, c'est facile à encoder. Il suffit de mettre, on prend une photo de son objet et bam, ça part, et puis on l'envoie à la cliente et c'est parti, on a l'argent et hop, c'est super. Sauf que voici les témoignages sur lesquels je suis tombé. Donc par exemple, c'est une... Est-ce que tu veux qu'on les fasse à tour de rôle? Oui, on pourrait. Les appels en direct, attends. Allô, oui, bonjour madame. C'est pour la valise de l'RTL. C'est ça. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? Enfin, est-ce que vous savez ce qu'il y a sur Vinted? Eh bien, dans la valise Vinted, cette dame a eu une très très mauvaise aventure. Donc c'est un témoignage qui date de pas très longtemps, en fait de mars 2018, donc ça fait à peine un an. Le suivant est d'octobre. Ici, c'est voilà, mon histoire est la suivante. Je vends une paire de baskets de marque Gucci, enfin de marque... Non. Ah, j'avais une blague. Ah, vas-y, fais ta blague. Comme on dit dans le milieu de la mode, Gucci Hut. Oh. Donc, je vends une paire de baskets de marque neuve, portée une fois. Moi, je laisserai le Gucci. Oui, bon, d'accord. De marque Gucci, neuve, portée une fois avec boîte d'origine, certificat d'authenticité et facture d'achat. Photo à l'appui. L'argent de l'acheteuse est bloqué sur le site jusqu'à réception du colis. C'est un gage pour l'acheteuse de bien le recevoir. Jusque-là, ça va, paraît logique. Et que j'approuve car il m'arrive d'acheter. Donc, pour l'instant, ça va. Mais. Parce qu'il y a un mais. Toujours dans les histoires heureuses. Je n'avais jamais pensé qu'elle pourrait ouvrir un litige, c'est-à-dire bloquer le paiement et m'accuser d'avoir adressé d'autres baskets sans boîte, sans rien. Résultat, comme bien évidemment la bonne foi est réservée à l'acheteur, je n'ai ni argent, ni basket, puisqu'elle refuse de les retourner. De toute façon, je pense qu'elle me retournera des fausses si elle me retourne quelque chose. Cette acheteuse avait pourtant été signalée au site Vinted pour vente de contrefaçon par d'autres membres, mais le site n'a malheureusement pour moi rien fait. Donc, il est possible, donc du coup, en tant qu'acheteuse, attention, puisque en tant que vendeuse, attention, puisque les acheteuses peuvent faire preuve de mauvaise foi, et donc du coup, dans ces cas-là, elles ont toujours raison. Et donc du coup, vous vous retrouvez sans rien. Une autre expérience ici... est-ce que la mauvaise foi féminine est pire que la mauvaise foi masculine? Évidemment. Je ne serai pas aussi affirmatif, mais voilà. Une autre mauvaise expérience, c'est une dame qui dit « Je vends une paire de Timberland, cette fois neuve. L'acheteuse réceptionne le colis vers 18h et le lendemain à 9h m'envoie un message en me disant qu'elle les a montrés à un vendeur et qu'il certifie qu'elles ne sont pas authentiques. Elle bloque la transaction. Le support me demande d'envoyer une preuve de leur authenticité à l'acheteuse sous 48 heures. J'ai donc envoyé le ticket de caisse comme demandé. Et la surprise, je reçois un message du support qui me dit qu'aucune preuve n'a été envoyée. Transaction annulée, remboursement de l'acheteuse et je dois me débrouiller pour récupérer l'article en dehors du site. J'ai envoyé plusieurs messages au support qui me répond par des messages automatiques sans me répondre sur le fait que la preuve d'achat a bien été envoyée. Donc voilà, les témoignages négatifs existent sur Vinted, donc faites très attention, surtout si vous vendez quelque chose, parce que il y a des spécialistes qui sont là exprès pour aller chercher vos chaussures de marque et les avoir gratos en fait. Et est-ce que c'est une très mauvaise idée d'acheter des chaussures? On aurait dû inviter mon ami B, qui travaille au... Tu connais mon ami
mon ami B qui travaille pour la SPNF Économie, qui est spécialisé en fraude sur Internet. On devrait lui poser la question pour savoir s'il y a des réglementations pour ça. Oui, c'est ça, il faudrait voir du coup qui est responsable, ce genre de choses. Enfin, voilà, ce genre de témoignage existe, donc faites attention. Donc Vinted, c'est bien sur le principe, mais attention, il y a des abus comme partout. Mais c'est assez horrible de se dire que la faute incombe d'office au vendeur, qu'il n'y a pas de... Enfin voilà, qu'il n'y a pas de contre-mesure là-dessus, parce que tu as parfois des vendeurs qui sont malhonnêtes, mais on l'a vu, tu as aussi des acheteurs qui sont malhonnêtes. Donc, tout à fait, ça marche dans les deux sens. Donc voilà, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il est possible que des faux acheteurs qui sont en fait des professionnels essayent de vous duper, et que il faut compter plus 5%, plus 70 centimes au prix qui est affiché. Voilà sur Vinted. Merci Francesco. Moi je parlerai 30 secondes si vous voulez vraiment faire des bonnes affaires, mais en contribuant à l'effet de serre, n'hésitez surtout pas à acheter sur les sites chinois. Là vous trouvez tout ce que vous voulez pour pratiquement rien. Je sais bien, en tout cas tout ce qui est matériel informatique, big up à Super DD qui m'explique à chaque fois que matériel informatique acheté en Chine, quand il arrive, il est souvent en bon état. S'il arrive et qu'il n'est pas en bon état, très facile de se faire rembourser ou qu'un autre produit soit renvoyé. Et ça fonctionne, et c'est vraiment très très bon marché. Donc voilà, mais en sachant que vous contribuez un petit peu au réchauffement climatique sans doute, parce que tous ces produits venant de Chine doivent passer par des aéroports, par des transports en camion, et ce genre de joyeuseté. Mais vous, messieurs, vous êtes plutôt pour ou contre les magasins en ligne comme ça, deuxième main, Vinted, Alibaba? Toi, je pense que tu es pour, mais moi, généralement, je n'achète très rarement, en tout cas, de seconde main sur Internet. J'achète du neuf sur Internet. Juste parce que justement, Internet te permet encore de trouver des choses neuves que tu ne trouverais plus neuves dans le commerce. Ici à Liège en tout cas en plus. Et toi, Badon? Je n'achète presque jamais sur Internet, vraiment en dernier recours, quand effectivement ce dont j'ai besoin n'existe plus en boutique physique. Voilà. Ou alors moi aussi j'attends, je regarde un petit peu, voilà, est-ce que ça existe encore en boutique, est-ce qu'il y a une boutique pas trop loin qui en vend, si ce n'est pas le cas, alors je me résous la mort dans l'âme à acheter sur Internet. Le pire de tout, c'est d'acheter sur Amazon. Voilà. Ou alors, moi ça m'arrive d'acheter du thé ou des produits qui tournent autour du thé, mais on essaie de le faire en collectif, comme ça. Ça revient moins cher. Et les frais de port. Les frais de port, les transports par avion et tout sont réunis pour plusieurs personnes, mais c'est excessivement rare. C'est vraiment. Enfin, je n'aime pas acheter un chat dans une boîte. Chat en poche. Voilà. Par contre, pour le moment, quand on achète sur Internet, que ce soit du neuf ou du vieux, si vous achetez aux États-Unis, il y a des droits de douane assez faramineux à payer. Et là, les droits de douane, vous les payez à la livraison. C'est le facteur qui vient vous dire alors, voilà votre colis, mais moi j'ai déjà eu ça, mais il me faut 25 € en échange. Et là, je fais. Mon ami M s'est fait avoir comme ça. L'autre s'est fait avoir comme ça. Noël, il avait commandé. Bonjour à lui d'ailleurs. Bonjour à toi si tu nous écoutes un jour. Tu as intérêt de nous écouter. Dis-toi que tu auras 10 heures d'avion dans quelques jours, Marlo, et tu ne peux nous écouter pendant ces 10 heures, mais tu ne le feras pas. Voilà. Comme ça, c'est fait. Qu'allais-je dire? Oui, il nous avait commandé des cadeaux de Noël en provenance des États-Unis. Le colis n'arrive pas. Et puis après, il contacte l'endroit où il a acheté. On dit, ah si, le colis est parti. C'était bloqué à la douane, à Bierzet. Mais la douane n'a jamais jugé bon de le prévenir. Qu'il a dû se déplacer du téléphoner. On lui dit, ah oui, c'est chez nous depuis bien 2 semaines. Pourquoi vous n'êtes pas manifesté plus tôt, monsieur? Je ne me doutais pas qu'il y avait un souci. Il va falloir que vous veniez vous-même à vos frais, payer les 100 € de frais. Et puis repartir, non. Ça fait mal là où je pense. Mais moi j'ai eu deux mauvaises expériences avec de l'achat. Là on est plus sur de l'achat en ligne en général, mais le premier c'était une Biestray.
et qui devait arriver avec le livreur UPS. Ce que vous voyez tous. Oui. Et moi, je ne recommande pas du tout la livraison UPS parce que ils sont venus 3 jours d'affilée chez moi à une heure où je travaillais, en laissant chaque jour un papier, vous n'étiez pas là, on repassera demain. Ils sont passés 3 fois. Et après être passé 3 fois, ils ont renvoyé mon colis en Amérique, mais j'ai quand même dû payer les frais de douane. Mais avec UPS, ce qui est moche, enfin non, je ne sais, moi je le fais de Belgique en Belgique parce que dans le cadre de mon travail, parfois je dois envoyer des colis UPS, ce qui me saoule parce que ils ont l'air à la ramasse. Non, mais préparer une commande sur le site, ça prend énormément de temps, on ne se rend pas compte, ça prend une plombe pour envoyer un truc qui coûte même pas 50 € dans les cantons de l'Est. Ah oui, quand même. T'as vite perdu 1 heure dans le bureau à rien faire. T'irais plus vite à le livrer toi-même, limite. Bah oui, mais bon. En tout cas, c'est moi qui choisis à quelle heure la personne va le recevoir. C'est quand même mal fait. C'est la personne qui l'envoie qui décide pour la personne qui reçoit quand elle le recevra. C'est ça. Je ne sais pas si c'était le cas puisque toi ça venait sans doute de l'étranger, mais oui, ça venait de l'étranger, mais ils sont passés à chaque fois quand j'ai été au boulot. C'est un petit peu triste. Et il y a eu ça, et il y a eu un petit peu avant qu'on lance le podcast avec notre émission 0 en 2016. Sitôt. Le temps Ouais. passe vite. Ah, ça passe vite. 16, 17 Je ne sais plus. Je ne sais plus non plus. On verra bien. On regardera l'autopsie. Non, j'avais commandé ces magnifiques micros avec lesquels nous parlons depuis. Voilà, qui n'arrivent pas. Ils étaient censés arriver depuis 2 jours, ils n'arrivaient pas et on avait prévu l'émission un vendredi, fin d'après-midi, début de soirée. Je me souviens. Et voilà, et je me rends compte le mercredi qu'au fait il y a une grève de Bipost. Ah oui. Et donc je me suis rendu au point poste le plus proche de chez moi. Qui n'est pas si proche d'ailleurs. Qui n'est pas si proche, mais qui n'est pas excessivement loin non plus, pour leur demander. Oui, non, mais alors ça, on est au point poste de regretterie. Pour la poste de regretterie, je leur ai demandé où était mon colis avec mes 3 micros, et ils m'ont dit qu'il était au dépôt à Grivigny-Bas. Et donc je me suis rendu avec mes petites papates, parce que je n'étais pas motorisé à l'époque, au dépôt Grivigny-Bas pour revenir jusqu'ici avec les 3 micros qui évidemment ne rentraient pas dans un sac que j'avais pris avec. Ah bah non. Donc voilà, j'ai eu l'air idiot. Mais bon, tout est bien qui finit bien parce que ça il faut dire, j'ai eu affaire à un très gentil facteur qui a vu mon désarroi, qui a vu que les colis étaient bloqués depuis un moment et son service était fini, mais il a pris le temps d'aller chercher les colis en m'expliquant bien que voilà, la poste de mon code postal faisait grève, mais que eux du code postal suivant avaient déjà repris. Et donc voilà, mais il est quand même allé chercher dans le grand panier des colis et il m'a retiré mes 3 micros et nous avons pu faire l'émission le vendredi. Gentil facteur, si vous nous écoutez. Voilà. Exactement, merci à vous. Et comme ça, vous avez aussi les coulisses de l'émission et comment tout à fait. Mais à l'arrache et dans le stress. Oui, comme souvent. Comme souvent, faut-il le dire. Donc voilà, d'autres expériences, Francesco, sur l'achat en ligne, toi, bêtement? Moi non, pas spécialement, non, c'est vrai que souvent je suis content, mais je préfère rencontrer les gens, de nouveau... Donc tu préfères la seconde main, même en ligne, pour pouvoir avoir un contact? Non, je préfère les magasins réels, mais le truc c'est que souvent, en faisant du théâtre, on a souvent besoin d'objets très spécifiques. On a besoin d'un gilet de telle couleur, on a besoin d'une montre à gousset de tel type, on a besoin d'objets précis. Et ça, on ne peut pas, à moins d'écumer tous les magasins de seconde main et toutes les brocantes pendant des semaines, c'est très difficile à trouver. Et donc du coup, avoir des outils comme deuxième-main.be ou Amazon, au moins on trouve directement l'objet qu'il faut. Mais en dehors de ça, c'est vrai que je préfère clairement aller dans un magasin et avoir un contact humain. C'est très clair que rien ne remplacera le contact humain. Oui, enfin parfois on peut s'en passer aussi. Parfois le contact humain il sent un peu mauvais. Ah, même s'il est négatif, il est quand même enrichissant.
Moi, j'aimerais bien revenir quelques instants sur Madame Marie Kondo qui a eu sa série Netflix aussi, faut-il le dire. Petit débat avec Abaddon, parce que moi, je t'avoue, Abaddon, j'ai feuilleté La magie du rangement de Marie Kondo qui m'a été offert. Un gros bisou à Michel qui m'avait offert ça pour Noël. Et non mais attends, garder 100 livres avec vous, comment je fais moi? Garder 100 livres et jeter les autres. Comment je fais? Je ne suis pas encore... Enfin, j'ai lu cette partie, mais je ne l'ai pas encore appliquée parce que... Garder 100 livres... Garder 100 livres, c'est un peu... C'est même un peu peu. Oui, oui. Et elle est intransigeante. Elle est intransigeante là-dessus. 100 livres, c'est... Mais elle part du principe que quand on a lu un livre, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Et puis garder ceux qui ont une réelle importance dans ta vie, mais bon... Certains, oui. Mais non, mais si je dois garder 100 livres... Est-ce que je compte ceux que j'ai déjà lus ou ceux que je dois encore lire? De la présence rassurante des livres, parce que moi je ne sais pas, avoir une bibliothèque pleine et puis avoir une pièce avec beaucoup de livres dedans, c'est quand même quelque chose de très apaisant et de très rassurant. Enfin, ça dépend des gens, mais pour moi c'est le cas. À partir de ce moment-là, est-ce que le livre ne prend pas mesure de décoration? Mais non, parce que tu peux à chaque fois le sortir de son rôle de décoration et lui rendre son état originel. Ouais, écoute, tu pourrais dire que, coulisses de l'émission encore une fois, les BD qui sont derrière moi servent de décoration, mais il n'est pas rare que je prenne une BD lors de mes moments d'oisiveté intense et que je me dis, je l'ai lu, mais je vais la relire, ou bien je vais relire tous les tomes qui vont avec. Mais... C'est très symptomatique de notre époque. Fut un temps où les gens n'avaient pas plus de 100 livres chez eux, ils allaient à la bibliothèque le chercher et tu pouvais le reprendre à chaque fois. Fut une époque où les gens ne savaient pas lire. Oui, bon. Mais est-ce que les gens étaient plus malheureux quand ils devaient sortir de chez eux, traverser le pont pour aller de l'autre côté de la Meuse, aller au Chirou, Sauf que les Chirous ne seront bientôt plus là. Est-ce que les gens étaient plus malheureux quand ils ne savaient pas lire? Oui, les Chirous vont déménager, ils vont bientôt être Comment ça? Mais ça sera encore plus proche. Ah oui, par rapport à ici, par rapport à chez Max, oui. Mais vas-y, donne mon adresse aussi pendant qu'on... Et donc Max habite. Soit, revenons à ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on était plus malheureux à l'époque? Il fallait se déplacer jusqu'à la bibliothèque pour aller chercher un livre. Ce n'était pas le tien. Mais quand je suis allé à la bibliothèque pour emprunter des livres pour faire un travail de fin d'études, quel qu'il soit, ça m'intéressait très très fort de ne pas avoir à les garder pour ne pas me souvenir de ce moment douloureux qu'avait été le travail. Livres, évidemment, oui, bien sûr. Oui. Ça dépend de la discipline. J'ai l'impression que des livres qu'on fait dans le cadre de l'école, on n'a pas envie de les garder. Mais des livres qu'on achète, qu'on a reçus ou voilà. Oui, je comprends bien. Quels sont les livres que vous avez dû utiliser ou lire pour l'école, que ce soit secondaire ou supérieure, mais dont vous ne voudriez pas vous débarrasser en seconde main? Moi, j'ai gardé la plupart des livres que j'ai achetés pour mon mémoire. Donc, je suis spécialisé en histoire de l'Antiquité, donc je revendrai avec grand plaisir tout ce qui concerne... Ne me regarde pas comme ça. Tout ce qui concerne le Moyen-Âge. Il n'y a aucun problème. Le temps moderne, et surtout l'époque contemporaine, et je garderai ce qui concerne l'Antiquité. Là, j'aurai un tri qui serait assez relativement vite fait. Même dans ceux que j'utilisais pour mon mémoire, il y en a que je garderai plus que d'autres. D'accord. Et toi, Francesco? Moi c'est pareil, c'est les livres pour le mémoire, mais bon, moi c'était plutôt de l'histoire symbolique, donc mais même dans le cadre des cours, par exemple, un excellent livre, tous les livres de Michel Pastoureau sont... On en parlait encore là, à la dernière émission. Enfin voilà, ce sont des petits trésors qu'on a envie de garder. Il y a un autre livre que j'ai gardé de mon époque temps moderne, puisque j'étais spécialisé en temps moderne, c'est Le miasme et la jonquille de Corbin, qui explique l'histoire des odeurs et le rapport aux odeurs par rapport au temps, et à comment est-ce qu'une odeur peut être considérée comme problématique à un moment donné, puis pas à un autre. Donc ça, c'est très intéressant. Donc beaucoup de ces livres-là, mais par contre, tous les autres livres, notamment, ça me... Enfin, j'ai pas d'exemple comme ça, mais donc Histoire et historien, par exemple, je ne l'ai pas gardé. Je pense que moi non plus. Voilà, il y a des livres comme ça, il y en a qui marquent et d'autres qui ne marquent pas. Vous parlez du Léon Ernest Alquin? Non, ça c'est critique historique. Ah oui. Moi j'ai pas l'histoire et historien. Ah ben tu n'as rien raté. non, pas grand chose en tout cas. Mais oui. Voilà. Par contre, pour le petit côté unique, je garderai la principauté de livre. Oui, moi je ne l'ai jamais eu, j'ai eu des photocopies, c'est vrai que je tuerais pour l'avoir. Et pourtant, c'est c'est assez indigeste.
ça dépendait de la partie, et pourtant j'allais dire c'est grâce à tes notes de cours que j'ai réussi les notes que j'ai moi-même soutirées à quelqu'un d'autre. Voilà, tout à fait, mais ça c'est... Alors, voilà encore des notes de seconde main. Des notes de seconde main. Mais si on revient sur le sujet livre en général, c'est vrai que dans ma bibliothèque, si je vais choisir 100 livres, outre les livres d'histoire, ce serait bien compliqué. À chaque fois ça me fait penser... Vous avez lu les Combustibles d'Amélie Nothomb, dont elle a fait une pièce de théâtre d'ailleurs, je peux te le prêter, ça t'inspirera pour la suite. Ah bah avec plaisir, oui. En fait, on est dans... Parle-nous d'Amélie Nothomb à Baden. Voilà, déjà si je ne pourrais pas me séparer d'un livre d'Amélie Nothomb, je l'aime trop, mais on est quand même presque au 30e bouquin, vous imaginez. Donc, ça prend déjà une grosse partie. Vous voyez, donc, les Combustibles, on se trouve dans un pays, à mon avis, pays de l'Est, mais je ne suis pas certain, en temps de guerre, plus rien à manger, plus rien pour se chauffer. Et un professeur d'université est enfermé avec une de ses étudiantes et un de ses étudiants, et tous les jours, ils doivent brûler un livre. Ah, c'est affreux. Et tous les jours, on se dit lequel on va garder. C'est horrible. C'est un roman, mais c'est plus construit comme une pièce de théâtre, et c'est vraiment l'horreur. Enfin, à la fin, ils n'ont même pas besoin de choisir, ils s'entretuent, mais peu importe, c'est pas la question. Et voilà, spoilé d'un Amélie Nothomb par Abaddon. C'est super intéressant, oui. Ah oui, mais je te le prêterai avec grand plaisir. Ah ouais, mais il faudra me le rendre. On ne prête pas les livres à Abaddon. Je te le prêterai avec grand plaisir, mais à chaque fois que je me dis il faudrait que je trie ma bibliothèque et que je choisisse lesquels je vais garder, lesquels je ne vais pas garder, ça me fait cet effet-là, je repense à ce bouquin-là et ça me fait un grand déchirement. Je sais lesquels je garderai. Je ne sais pas lesquels je... Et puis en général, quand tu achètes un livre, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, moi je suis un très grand amateur des bourses aux livres. Et il y en a notamment au Kiwanis, ici à Liège ou à Verviers. Donc l'idée c'est qu'il y a des milliers de livres qui sont vendus à 1 ou 2 euros pièce. Et tout l'argent va pour les œuvres du Kiwanis ou du Lions Club. Voilà. Et il y a aussi les livres qu'ils vendent à l'évêché. C'est de ça que je parle. Ça. Et là, oui, il y en a plein. Ah, il y en a des milliers, 50 000. Et je l'avais déjà dit au précédent épisode, j'ai un bouquin qui sert de CR-livre, mais Vatican II en latin, mais c'est que tu n'iras probablement jamais. Que je n'irai probablement jamais parce que mon latin est de cuisine. Mais tu as un latin de médiéviste, non? Voilà, je trouve qu'il donne un cachet. C'est superbe, j'adore ce oui, c'est ça. Moi c'est plutôt par la quatrième de couverture que je prends ou non un livre. C'est en lisant le résumé, la façon dont c'est écrit, la texture du livre, voilà, il y a une question de sensation aussi avec un livre, et donc c'est difficile de se séparer d'un livre que tu as choisi patiemment, et que même si là ils sont étalés dans un nombre énorme, etc., chacun d'eux, tu as quand même eu un contact avec lui et tu as quand même dû le choisir, et donc c'est difficile, quoi. Mais on peut parler de cette petite anecdote, Francesco. Nous sommes partis à Troyes en Champagne il y a quelques semaines. Oui. Et nous arrivons à Reims. On se dit, Reims, la cathédrale, machin. Alors, hormis la cathédrale, voilà. Il n'y a pas grand-chose. Et alors, quand des Liégeois vont en France, la France, ville morte à côté de Liège. Ouais. Il y avait les petits buissons d'amarante qui passaient sur la grande rue. Enfin voilà. On a fini par trouver un café où manger à midi. Le Mr. Fox. Non, ça c'est le soir. Ah oui, le soir. À midi, on recommande le Mr. Fox à Reims. Excellent. D'ailleurs, on est très bien accueillis. On est accueillis comme ici. Si vous nous écoutez à Reims. Voilà, oui. Bonjour depuis Liège. Voilà. Mais vraiment, le Mr. Fox, c'est super. C'est juste une parenthèse. C'est un bar qui prend toute la thématique du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc, parce que Phileas Fogg. Et donc, il y a des fauteuils club, il y a une énorme bibliothèque, il y a des gravures de Jules Verne un peu partout et du Tour du monde en 80 jours. Voilà, c'est superbe, la déco est sublime. Ah oui, vraiment, magnifique. Mais en plus, on est très bien accueillis. Et oui, tout à fait. Et c'est bien le seul endroit où on a été bien accueillis. En effet, parce que bon, les Rémois ne sont pas très accueillants. Surtout quand ils nous parlent en flamand et qu'ils nous prennent pour des néerlandophones. Mais
oui, les non. Belges sont Ah oui, non, forcément- attends, parce que ça, je vais quand même le dire que nous allons, je ne sais même plus dans J'imagine que quel- pour eux, il y a deux types de Belges, ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'en ont pas. C'est ça. oui. Et ceux qui boivent du champagne et les autres. Et on va manger à midi dans un boui-boui local et le serveur nous prend notre commande et il nous dit en néerlandais à tout de suite, je sais même plus, enfin, où il dit Danku meneer. Ouais. Et je le regarde et je lui dis, vous savez, en français, ce sera très bien aussi. Et il nous dit, oui, mais vous avez un accent en belge. Oui, mais belge francophone, nous ne sommes pas flamands, donc vous pouvez nous parler en français. Et une fois mangé, bon, c'était correct. Nous avons bien mangé, nous remballons les affaires, on paye l'addition, et le mec me regarde et il me fait Dank u meneer, goeie tot ziens. Et là, j'ai vraiment eu envie de lui éclater l'ardoise sur laquelle j'avais mangé, mais dans la figure, en lui enfonçant les petits bouts de pierre et en lui disant « Apprends à parler français !» Maxter Chief. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Hormis ce petit accès de Violence. Oui, parce de que violence, où veux-tu en venir avec Reims? Oui, vous dire on a perdu notre auditrice. Non. Là où je veux en venir, c'est que nous avons un petit peu déambulé dans les rues et sommes arrivés dans un passage, style passage Lemonnier. Un peu, oui. Un peu. Et nous sommes évidemment... Un bouquiniste. Un bouquiniste. La bouquiniste. C'était une bouquiniste, oui. C'est la bouquiniste. Un petit peu bizarre parce que les Rémoises aussi sont bizarres. Oui, mais bon. Mais voilà. Mais au moins elle connaissait son sujet. Et au fait, vraiment une vieille enseigne. Oui, une vieille enseigne qui se refile de génération en génération, nous a-t-elle raconté. Et au fait, ce sont des armoires de livres. Et alors, il y en avait déjà beaucoup quand on voit les premières armoires. On se dit, oh mon Dieu, il y a plein de livres dans ces armoires. Et au fait, d'abord, on se rend compte que il y a vraiment beaucoup d'armoires l'une à côté des autres, mais aussi qu'elles glissent, qu'elles coulissent. Il y a plusieurs, il y a différents niveaux ensuite derrière, en profondeur. Et donc, on a vraiment resté une demi-heure à regarder. Et moi, j'ai trouvé un petit peu mon bonheur. Je suis reparti avec 5 ou 6 bouquins et Francesco est aussi reparti avec. J'en ai pris un, mais il y avait. Oui, mais donc tu as lu la 4e de couverture, alors que la dame t'expliquait. Moi, pour choisir un livre, c'est très facile. Je lis le premier chapitre, je lis le dernier chapitre, et si ça m'a surpris, je l'achète. Oui, c'est ça. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre. Et je dis, oui, mais attendez, si vous avez lu la fin, quel plaisir il y a-t-il là? Il y a le plaisir de l'écriture, machin. Il y a le plaisir de la découverte. C'est ça. Et donc, c'est vrai que c'était assez surprenant, cette façon de voir les choses, de lire le début et la fin. Alors que, habituellement, on ouvre une page au hasard au milieu du livre et on lit. Et si le style nous plaît, on achète. Mais cette dame, non. Mais là, je pense qu'elle a lu tous les livres de sa... Oui, par contre, c'était impressionnant. Elle savait vraiment... où tout se trouvait. Elle savait tout ce qu'elle avait et pourtant c'est de l'occasion, donc ça doit défiler. Il y a des trucs qui doivent rentrer, il y a des trucs qui sortent. Non, c'était vraiment très impressionnant. Mais une vraie passionnée. Fut un temps, dans la rue Saint-Paul, nous avions un bouquiniste comme ça. C'était sans doute moins grand, hein. C'était tout en couloir, je me souviens, et ça tournait également, mais il savait où tout se trouvait et connaissait. C'est impressionnant. Vraiment très impressionnant. Oui, c'est dommage, ça n'existe plus du tout à Liège. Ça, il y en a un rue Hors-Château. Un petit bouquiniste qui est très sympa, mais ça fait vraiment un peu caverne d'Alibaba comme ça quand on rentre, mais il sait où tout se trouve et c'est pas cher, c'est sympa. C'est un petit peu bordélique même. C'est un peu bordélique et c'est très petit. Mais c'est vrai qu'on trouve des trucs chez lui qui sont totalement, quand il y a les coteaux de la citadelle, moi je m'y arrête, je fais un tour et c'est ouvert même le soir ce jour-là. Ouais, ce jour-là c'est ouvert. Il est ouvert à des horaires un peu incongrus. Et alors souvent il laisse des... sur l'appui de fenêtre. Il laisse des livres et vous mettez ce que vous voulez ou vous prenez comme ça et donc il y a quelques livres et donc les gens prennent et ils mettent un peu d'argent dans la boîte aux lettres ou pas. Enfin voilà. Mais vous voyez, moi je suis pas bon client pour ce genre de choses. Quand je dois pour les livres d'occasion? Non, c'est-à-dire que en fait j'ai toujours une idée très précise de ce que je veux avant d'aller chercher le livre. Donc soit je me lève un matin, je me dis tiens, je lirai bien La Recherche du temps perdu. Tiens, je voudrais bien lire un Amélie Nothomb. Et je vais le chercher, je vais l'acheter. Ou alors une idée se crée dans mon esprit, je me dis tiens, j'ai envie de lire un livre historique à l'époque. Ah j'ai envie de lire quelque chose sur les Vikings et les Celtes. Et puis je fais une recherche internet sur ce qu'on me propose et puis je fais un petit tri en lisant du coup le 4e quoi. Ah,
tu n'aimes pas te faire surprendre. Moi, j'aime bien me faire surprendre, justement, de tomber sur sur lequel je ne serais peut-être jamais tombé en n'allant pas à cette foire au livre, mais donc, juste qui passe devant moi et qui donc c'est un peu une opportunité, un rendez-vous quoi, un rendez-vous inattendu. Mais justement, j'ai plus l'impression que les fois où j'ai acheté comme ça a été une mauvaise surprise. Une fausse bonne idée, un achat impulsif, puis je lis un chapitre et je me dis ouais non. Bah tu le revends, tu le redonnes à quelqu'un. Moi j'achète, enfin là chez la bouquiniste, j'ai trouvé de seconde main, mais des bouquins que j'aurais cherché et que de toute façon j'aurais acheté neuf sur internet s'il avait fallu, tu vois. Vraiment, et donc je les ai eus moins chers en plus, donc je ne vais pas du tout me plaindre. Mais j'ai vraiment, quand je regarde dans les livres d'occasion, je regarde, je peux avoir petite surprise, comme dirait Francesco, et faire un petit achat compulsif. Je ne suis vraiment pas le dernier à qui ça arrive. En effet. Ta gueule. Par contre, oui, là, j'avais une idée de ce que je cherchais. J'ai une idée des auteurs que je veux avoir dans ma bibliothèque, de ce que je veux voir. Et alors s'il y a un petit truc en plus, pourquoi pas, s'il me reste des sous, mais sinon c'est d'abord et avant tout ce que je veux voir dans ma bibliothèque. Tout à fait. Enfin voilà. Enfin bon, pour parler de... On est toujours dans la thématique de seconde main, mais c'est vrai qu'on dérive un peu vers la de toute façon c'est le podcast de seconde main. On peut enchaîner du coup sur le dossier d'Abaddon. Bah oui, sur les soldes. Dis-nous un petit peu, parce que pour faire des bonnes affaires, on a aussi les soldes. Alors, on parlait de bonnes soldes tout à l'heure, par exemple de soldes chez Oxfam ou... Oui, mais chez Oxfam, c'est pas encore la même logique. C'est pas encore la même logique. Moi, j'ai un problème viscéral avec les soldes, les vrais soldes, celles du mois de... C'est du mois de juillet, de janvier. Oui, pour moi, c'est non. Bouh. J'aimerais que pour une fois, la pas encore ménagère de moins de 25 ans se rende compte qu'elle elles sont plus ménagères. Enfin, de moins en moins à 25 ans. Elle se rend compte qu'elle va se faire avoir. Parce que se rendre 2 fois par an avec frénésie dans un magasin pour acheter un vêtement qui de toute façon est démodé puisqu'on le solde à un prix qui est quand même supérieur à celui qui coûte en réalité, je trouve ça stupide. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on se dise, est-ce que la teinture que j'ai sur mes cheveux n'a pas pénétré mon cerveau pour me rendre encore plus conne que ce que je suis? On ne peut pas faire ça. Non, mais je me suis renseigné, du coup, je suis allé un peu traîner sur internet et j'ai regardé. Savez-vous que en termes de production, un vêtement qui sera vendu au final 14-15 € n'a coûté que entre 30 et 50 cents. Ah, on en est là quand même. On en est là. Alors, si vous ajoutez ce qui est le salaire, parce qu'il faut quand même payer un tout petit peu les pauvres indiennes qui travaillent dans des gros buildings qui s'effondrent. Mais c'est surtout les vendeurs dans les enseignes européennes qu'il faut... Voilà. Il y a les deux, oui. Non, mais si tu ajoutes le salaire de ces personnes-là, tu montes à... pas encore tout à fait 45 centimes, donc c'est pas grand chose, parce que on était à 30 centimes à peu près, donc t'imagines. Le transport, on arrive péniblement aux 3-4 €, et puis ça veut dire que la personne qui revend en Europe se fait quand même un bénéfice qui est compris entre 70 et 80%. Donc moi je trouve que bonne affaire il n'y a pas, même quand vous achetez à 70% et que vous dites à Brenda regarde la bonne affaire que j'ai faite, sachez que la seule bonne affaire qui a été faite c'est du point de vue du vendeur. Alors où faut-il acheter les vêtements dans ce cas-là? Bah du coup je vous rejoins, achetez-les en deuxième main, enfin je veux dire... Et là c'est un prix correct. Voilà. Non mais parfois on ne se rend pas compte, mais on est très loin des bonnes affaires, mais là où il y a un réel intérêt, c'est dans le height level, dans les compositions de pièces uniques, dans la mode avec un grand M, parce que là, ce sont des pièces uniques qui sont faites certes très chères, mais sont valorisées les heures de travail qu'il a fallu pour réaliser une robe avec des gens qui sont payés un salaire correct. Il y a une vraie réflexion. Bon, évidemment, on est loin des bonnes affaires. Je ne veux pas faire mon malin, mais donc j'ai fait les soldes cette année et je n'ai pas fait les soldes que dans des magasins de seconde main. Sur des conseils assistants de plusieurs amis, je me le suis laissé tenter par un veston de chez Aldorizzo pour ne pas les citer. Et donc les prix là-bas, soyons clairs et nets, ne sont pas abordables pour moi hors solde.
En tout cas, tant que je n'ai pas gagné mon million d'euros et tant que je n'ai pas ma Rolex. Est-ce qu'on peut avoir une idée de prix pour savoir? Là, j'ai... En fait, le veston, si tu veux, que le monsieur a réussi à me vendre et qu'il a très très bien fait ça. Et je suis très satisfait de mon achat, ce qui est, je pense, aussi le plus important. Oui, tout le monde est content du coup. Tout le monde est content. Win-win. C'est du win-win, exactement. Donc, j'ai un veston qui était à 315, je crois. 315 ou 345 euros, je ne sais plus de base. Et pendant les soldes, ils font 30%. Donc j'ai eu 30%, je l'ai eu pour à peu près 250 euros. Et c'était déjà mieux. Et j'étais prêt à mettre plus facilement 245 que 345 euros. Donc à côté de ça, ils se font sans doute une très grosse plus-value, mais et encore parce que c'est des vêtements qui sont faits encore à la main, mais pas en Inde, quoi. Il y a une qualité du tissu. Je l'ai acheté parce qu'il était aussi en microfibre et que on me l'a vendu comme étant pas pliable, que je pouvais le porter par tout temps et tout. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Testé et approuvé. Donc vraiment, là j'ai fait une bonne affaire, même si ce n'était quand même pas, comme tu le dis, une bonne affaire. Mais je suis content. Mais on est plus dans du niveau... Mais là, c'est du presque semi-artisanal ou pas? Il me semble. Donc c'est plus mieux. Voilà. C'est pas parfait, mais c'est plus mieux. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que quand on pense faire une bonne affaire, c'est peut-être un positionnement de regard subjectif. Oui, mais c'est pas toi, Francesco, qui me disait que tu avais vu quelque chose en solde c'est pas toi qui avais acheté quelque chose en solde qui était plus cher? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne me souviens plus, mais en effet, je pense que le prix soldé était plus cher. Chez Krefel ou quelque chose comme ça. Oui, voilà. Oui, c'était un nécessaire à fondu. Et, oui, bon, on ne dira rien sur ton couple, mais ouais, voilà. Nous avions besoin d'une fondue. Bon, voilà. Avec une fondue. Parce que ce genre de gens, ce genre de personnes prennent les fondues en intraveineuse. Je voudrais faire un point sur la fondue après. On fera une parenthèse sur la fondue après. Mais donc chez Krefel, c'était donc le prix affiché en rayon, c'était 40 euros, je pense, avec un cashback après. Bon, 40 euros, super, on a fait tous les autres magasins, c'est celui-là qu'on veut. Et donc, on arrive à la caisse et elle me dit, voilà, ça fait 89,90 €, s'il vous plaît. Pardon? Je dis, ah non, c'était 40 rayons. Ah oui, en effet, mais bon, voilà, c'est vrai que les prix ont augmenté, parce que bon, les prix ont augmenté. Pardon? Je dis, tiens, c'est prix affiché, prix de caisse. Et ben donc, j'ai payé 40 €, mais donc en sortant, je me suis dit, pourquoi est-ce que le prix a changé? Eh bien, parce que le lendemain, c'était les soldes, et donc pour afficher un prix soldé, ils ont affiché un prix de 89 € barré pour le proposer à 49 € soldé. Alors qu'il était à 49 à la base. Il était à 40. Ils sont malins comme des singes. Voilà. Ah oui, donc c'était assez puissant comme découverte. Et donc la fondue finalement, elle avait un bon goût pour 49 €. Ça fonctionne très très bien. Tant mieux. Eh bien moi j'ai un peu trop rancœur pour la fondue. Je voudrais que pour une fois on parle de ma maman à moi, qui elle n'est pas auditrice. Attends. Ah ben non, on n'est pas auditrice, nous la saluons pas. Et pourquoi elle n'est pas auditrice? Je ne lui ai jamais proposé l'émission, ceci dit. Voilà, peut-être que c'est de ma faute. Peut-être qu'il y a là quelque chose à régler. Eh bien, justement, réglons-le, je vais lui faire passer le message. Voilà. Et bonjour à elle. Comment s'appelle-t-elle? Annette. Bonjour Annette. Et un gros kiss. Et un gros kiss. Donc, voilà quelques mois, nous emménageons dans notre maison de seconde main. Et Annette me demande qu'est-ce qui manque pour constituer notre ménage. Donc je lui dis, eh bien figure-toi que nous n'avons pas d'appareil à fondu à fromage. C'est ce qui me manque dans ma vie, un appareil à fondu à fromage. Tout à fait. Alors, de bonne intention, pour mon anniversaire, j'ai une cuisine pour mon anniversaire, tu le savais? Oui, je pense que tu en parles rarement tu as été gâté pour ton anniversaire. Il a fallu un an, n'est-ce pas Alexandre? Une maison une année, la cuisine l'autre année. Je pense que tu es gâté. Soit, revenons. Restons à la fondue parce qu'on se perd. Voilà, on se perd. Donc, voulant me faire plaisir, elle m'a acheté le complet, quoi. La Rolls-Royce des fondus qui fait fondu au chocolat, qui fait fondu savoyard, enfin c'est la viande, ça je me suis dit. Bourguignonne. Fondu bourguignonne, fondu chinoise. Oh. Mais pas fondu à fromage. Eh bien non, parce que
Donc je me retrouve avec un appareil qui fait toutes les fondues possibles et imaginables. Je pense même qu'on pourrait couler de l'or dedans. Mais comme ce n'est pas anti-adhésif, je ne peux pas couler du fromage dedans. Donc, voilà, nous voici presque un an après et je n'ai toujours pas mon appareil à fondu. Mais alors, ce serait ma chez Crefel avant les soldes. Écoute, Annette, c'était bien essayé. Avoir un fils végétarien et lui offrir un appareil à fondu bourguignonne, c'est ballot. C'est ballot. Je le pose là comme ça. Mais je ne te connais pas et j'ai beaucoup de respect pour toi. Bah si tu l'as rencontré. Ah non, toi tu ne l'as pas rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré. Enfin. C'est pas grave, on l'invitera. Voilà. On fera un épisode que avec les mamans. On fera le fondu, oui. On fera un épisode que avec les mamans. La maman de Francesco. Ouais. Il y aura 2 à mettre alors. La maman, Ah bah voilà. la maman d'Amazon et la mienne. Ça promet. Je rends le micro. Non, mais c'est très important. Les mois de la fondue, c'est pas comme les mois des moules. La fondue, c'est un petit peu toute l'année. Et si l'hiver prochain, on se faisait un épisode spécial plat d'hiver? Ouais. Bah bon, je pense qu'on pourrait même mettre de la fondue sur les micros et comme ça ferait un épisode tout à fait spécial. Tout à fait, oui. À cette digression. Ce sera gras. Le podcast gras. Bah oui, pour les plats d'hiver, de toute façon, le gras c'est la vie. Hein. Le gras c'est la vie. Le gras et le sucre c'est la vie. C'est triste à dire. Mais je pense qu'on a un petit peu dévié. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le seconde main ou bien sur les soldes? Bien non, on peut passer à la suite, cher ami. Et quelle est la suite, Francesco? Eh bien, toi aussi et pas de tes amis. Attends, version. Attends. Tu veux dire qu'après seulement 1h15, Seulement 1h15, nous allons passer à toi aussi et pas de tes amis? Oui. Cette émission ne va donc pas durer 3 heures comme ça dure tout de même. Hein. Moi, je propose de rappeler à nos éditeurs de s'hydrater. Oui, c'est ça. Oui, cela. En effet. Comme les gens qui jouent. Si vous voulez appuyer sur pause, allez boire un coup, allez aux toilettes. Comme les gens qui jouent trop à jeux vidéo. Vous avez joué depuis 2 heures, veuillez faire une pause. Vous avez joué depuis 6 heures, veuillez faire une pause. Très important. Et bien donc oui, ben voilà, petit générique, le générique de toi aussi et pas de tes amis. À toutes. Toi aussi et pas de tes amis. Francesco, nouvelle mouture. La nouvelle version, là je vous assure On va que prendre vous allez cher. vivre très 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 grand moment. Parce que cette fois j'ai envie de rajouter la question du temps en plus. Donc c'est-à-dire que Aïe. C'est une notion relative. Oui, le temps, Voilà, c'est absolument, c'est relatif. Mais ici, eh bien pour chaque Mais question, ici, il va être absolu. On garde le même principe. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a une question qui est posée, les invités cherchent à trouver la réponse en posant des questions, et moi je peux leur répondre par oui, par non, j'essaye de les guider, etc. Sauf que cette fois, eh bien, ils auront un temps imparti, et donc cette fois-ci, ils auront 3 minutes, pas plus, pour trouver la solution. 3 minutes, et si, mais alors que se passe-t-il si au bout des 3 minutes ils n'ont pas trouvé? Bah oui, parce que et quoi, on appelle le public, on appelle le public. On peut appeler ses amis. Eh bien oui, mais malheureusement on n'a pas de système sophistiqué. Malheureusement on n'a pas d'amis. Et pas d'amis non plus. Sinon il serait là autour de la table parce qu'on n'a personne d'autre à être interviewer. Tout à fait, mais vous êtes là vous chers auditeurs, merci d'être là, on vous embrasse d'ailleurs. Non, eh bien si il rate, donc chaque bonne réponse apporte 1 point à chaque candidat, mais ici, si il ne trouve pas, eh bien le point va à l'ignorance. Et donc, si l'ignorance a plus de points que l'un des 2 candidats, eh bien, l'un des 2 candidats devra faire quelque chose de ridicule, mais nous n'en sommes pas encore là. Sachez aussi qu'il y a un super l'ignorance bonus, tue chaque année plusieurs millions de personnes dans le monde. C'est Faites attention. un point par bonne réponse, donc, hein, mais sachez que si vous donnez une réponse directe et que c'est la bonne réponse, et bien vous avez 3 points d'un coup car c'est un super épatage. Heureusement que j'ai regardé les feuilles de Francesco avant qu'on ne commence, c'est donc que je connais toutes les réponses. Non, il n'y a pas de tricherie, les feuilles ont été vérifiées par un huissier de justice. Non, regarde, avec ma longue vue floue de seconde main, je peux voir les réponses. Je ne suis pas sûr. Et donc nous allons savoir aujourd'hui, donc au bout de ces 10 questions... 10 questions? Oui, il y en a 10. C'est énorme. C'est énorme, mais 3 minutes par question, donc ça va aller 30 minutes 3 minutes. 30 minutes en tout. Et donc nous allons savoir qui au bout de ça est Mister Épatant. Donc, alors tout a changé là, presque dans toi aussi. Dans toi aussi et pas de tes amis, c'est attention, la nouvelle mouture plus. Mesdames et messieurs,
Nous commençons le jeu. On est avec passé- la première question. On est passé d'une VA à une V10 sans passer par la case V2, V3. Exactement. Attention, voici la première question. Messieurs, faites attention à vos cellules grises, car vous aurez 3 minutes pour essayer de trouver la bonne réponse. Et pour la première question, nous allons partir du côté des îles Fidji. Hein. Oh, les vacances. Bah oui, c'est ça. Voyage, Abaddon. Abaddon est très concentré là pour le moment. Hein, donc, alors, il faut savoir qu'en 2005, le gouvernement des Fidji s'est retrouvé vraiment très très embarrassé, car il a égaré quelque chose. Mais quoi? C'est parti. De l'argent. Alors non, c'est pas de l'argent, non, ça n'a rien à voir avec l'argent. Est-ce que c'est une personne? Non. C'est un objet culturel de grande importance pour lequel des touristes se déplacent. Alors c'est un objet culturel de grande importance, mais les touristes ne se déplacent pas spécialement Est-ce que pour c'est ça. le drapeau des îles Fidji? Est-ce qu'il y a un drapeau pour ces îles? Oui, en effet, il y a un drapeau, mais ce n'est pas... Si c'est une nation, il y a un drapeau. Ils ont perdu autre chose. Ils ont perdu un bâtiment. Non, pas un bâtiment. C'est physique, on peut le toucher? Oui. C'est pas une personne, c'est pas vivant. Ce n'est pas vivant, non. D'accord. Qu'est-ce qui est gênant de perdre? Ah, là, pour le coup, ce qu'ils ont égaré, ils ont vraiment été très C'est embarrassés. le gouvernement, tu dis. Oui. Le gouvernement des Fidji a été vraiment très Est-ce que embarrassé c'est parce quelque qu'ils chose de... Ils ont égaré quelque chose. En tout cas, ils ne le retrouvaient pas. Liberté d'expression. Non, c'est physique, il faut le toucher. Ah oui, il faut Oui, le oui, toucher. ça se touche. C'est un objet. Alors, Ok, messieurs, il vous reste d'accord. 2 minutes. Est-ce que c'est les clés de la chambre? Non. C'est un objet... C'est quelque chose qui sert de décoration ou... Non. Est-ce que ça sert à l'exercice du pouvoir? Oui. Ah, alors une couronne. Non. Un sceptre. Non. Un Est-ce que c'est collier. le texte de loi de Ah, on s'approche. Ce n'est leur pas- législature? Alors, c'est pas un texte de loi, mais La on s'approche de quelque Constitution, chose. la déclaration Constitution. la déclaration d'indépendance La déclaration d'indépendance. Et alors, les îles Fidji. d'Angleterre. Enfin de... Et oh, Max, tu es épatant. C'est une excellente réponse, oui en effet, parce que c'est vrai que c'est très embarrassant pour le gouvernement des Fidji, parce que donc, ils n'ont pas retrouvé le document peut-être le plus important du pays, puisque c'est sa déclaration d'indépendance ratifiée par le Royaume-Uni en 1970. Après 5 ans de recherche quand même, le document fut considéré comme perdu. Ils ont cherché 5 ans. Et le D'où tu Royaume-Uni- perds ta déclaration C'est énorme, c'est énorme. Et le Royaume-Uni a accepté de lui faire parvenir une copie qu'il avait conservée. Oh la honte. Oh la honte. C'est énorme. Oh la C'est énorme. honte. Max, bravo, premier Attends, point. moi j'ai une autre question. Est-ce que je vais regarder directement, sauf si tu me donnes la réponse. Est-ce que les îles Fidji font toujours partie du Commonwealth alors? Ça, je ne sais pas. Tout ce que Attends. je sais, c'est donc les Fidji, c'est dans le Pacifique Sud, hein, donc c'est 300 îles. Mais alors, je sais que du coup, c'était le Royaume-Uni qui effectivement en était. Oh mon dieu, la déclaration. C'est terrible. Donc en 2005, hein, ça, donc il y a à peine 14 ans, quoi. Eh ben, C'est assez impressionnant. Allez, c'est comme si. je suis épaté. C'est comme si tu perdais. Mais Max, c'était pas tant. Je sais pas, c'est comme si tu perdais ton acte de naissance et que tu devais aller demander au docteur que t'aimes pas, celui qui t'a mis au monde. C'est ça, c'est gros. Au docteur alcoolique et rancunier. Non, vraiment énorme, quoi. Enfin, belle anecdote en tout cas, voilà. Donc, pour épater la grand-mère au repas de Pâques ou le tonton Jules au repas de. Pour le barbecue en été, ben voilà, parlez-lui des îles Fidji, il en sera ravi. Max, premier point, nous allons passer donc à la deuxième question. Et les îles Fidji ont été exclues du Commonwealth, que je vois ça. Dans les années 70? sans Oui, doute. non, je vois ça. Un article qui Depuis date qu'ils de ont pris le 2009. document, peut-être. Un article qui date de 2009. Je Ah vais bah. regarder directement l'article Wikipédia de Commonwealth. Ah bah oui, on est dans les temps. Hein. Ben oui. Oh, vous avez perdu votre déclaration d'indépendance, on ne vous vous n'êtes même pas capable. Remarque heureusement que le Royaume-Uni avait une copie et qu'il n'a plus. Non, vous revenez dans l'Empire Oui, britannique. c'est ça. Bah désolé, vous avez plus le document, c'est foutu quoi. Pas de Fidjit pour vous. Fidjixit. La deuxième question, Bon, vas-y. deuxième question. Attention, on va être parti pour 3 minutes intenses de c'est réflexion. stressant. Ah, c'est stressant. Oui, c'est stressant, les 3 minutes. Alors, ici, on va partir sur une question qui va nous ramener très très loin dans le passé, puisque le plus ancien nom jamais mentionné n'est pas celui d'un roi ou d'un personnage important, mais celui d'un autre personnage. Lequel? Maman. Et c'est parti. Maman Non, oh, ça aurait été mignon. Non, ou papa. non.
Donc le nom le plus vieux du monde n'est Donc, pas ce celui... n'est pas un roi ou ce n'est pas un personnage d'importance, c'est quelqu'un d'autre. C'est un dieu, c'est Jéhovah. Non. Est-ce que c'est une personne dont l'existence Est est prouvée. attestée? Oui. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui a existé. Ah, mais pas quelqu'un qui vient d'un texte religieux ou... Non, c'est plutôt une... Est-ce que c'est un architecte? Non. Ce n'est pas un roi. Ah, ce serait pas un céramiste qui aurait signé Un céramiste, non. un potier, peu importe. Non, mais Un artiste. on est Un sur la artiste. bonne voie, on est sur la bonne voie. Non, Un c'est pas sculpteur. artiste, c'est pas un sculpteur. Non. D'ailleurs, je peux vous donner la signature que c'était, ça ne vous aidera pas, c'est Kushim, donc K-U-S-H-I-M. Ça vient d'où, ça C'est le nom de ce personnage, mais qui C'est le était-il? portraitiste du roi. Non, Non. c'est très surprenant. On est où? On est en Mésopotamie ou on est en Chine ou Alors, on est en Irak, en Irak? sur une tablette d'argile datant du 3e millénaire avant scribe. notre ère. Un scribe. Non, Ah. nous sommes à 1 minute 45, messieurs. Ah ben, ça doit être un vendeur, ce sera un acte... Non, pas avant. Ah, un un acheteur. acheteur. Non plus. Mais on tourne autour. On n'est pas loin. Ah, là. commanditaire, maintenant, c'est Quelqu'un autre qui chose. atteste de la véracité de l'objet ou de la bonne foi de... Non. Un banquier. Ah, on s'approche. Ah, on un brûle, prêteur, on brûle, on brûle. un prêteur d'argent, un prêteur sur gage. Non. On tourne autour, Il reste Quelqu'un 1 minute 10. qui fait le troc, avec l'autre personne. Non. Mais on tourne autour de la question. Un d'argent, ministre hein. des Finances, un... Pas un ministre des Finances, mais on n'est pas loin. Une Pas un minute. banquier, pas un ministre des Des Finances. Qu'est-ce que tu veux que ça Un soit? trésorier, je sais pas. Ah, on s'arrête, on est Un gestionnaire. vraiment Un gestionnaire. proche. Gestionnaire de quoi De- De finances, un gestionnaire de finances. ouais. Ouais, Un non, gestionnaire du palais. ouais. un gestionnaire des finances, c'est un... Trésorier. Je l'ai dit tantôt. Oui, tu l'as dit. Non, on y est proche. Un gestionnaire Ah. des finances, c'est un quoi? Allez, c'est une profession. Oh, la profession existe encore aujourd'hui. Un notaire? Non. Non, Un avocat? non, qui tourne autour de l'argent, 30 secondes. Ça Non, enfin, c'est horrible. Notre dictionnaire des synonymes est très mauvais. Un gestionnaire des finances. C'est ça, mais quel... Un financier, je sais pas. Non, on y est proche, mais c'est pas encore ça. 15 secondes. Attention, le point va aller à l'ignorance, dépêchez-vous. Non, 10 Merde, secondes. merde. On a donné toutes les bonnes réponses à côté. Allez. Non, je sais pas. Un gestionnaire. Messieurs, Le point à le l'ignorance. temps est écoulé, c'est très dommage parce que C'était quoi? c'est un comptable. Oh putain. Là, vous étiez vraiment tout près, quoi. Un gestionnaire des finances. Bah oui, mais c'est un comptable en fait, oui. Le plus ancien nom mentionné n'est pas celui d'un roi ou d'un personnage important, mais celui d'un comptable. Et oui, donc Kushim, c'était ce nom pour signaler qu'il était comptable. Un point pour l'ignorance. Donc, C'est ballot. ça part mal. Bon, allez, troisième question, on va repartir pour 3 minutes, mais cette fois-ci, je sens que ça va aller mieux. On va partir en 1989 du côté des États-Unis. En fait, en Attention. 1989, un Américain a acheté pour $4 une vieille peinture dans un marché aux puces à Adamstown, en Pennsylvanie, car il était intéressé par son cadre. Une fois rentré chez lui, il a découvert quelque chose d'assez incroyable à l'intérieur. Qu'a-t-il découvert? Un autre tableau. Non. Est-ce que c'est une peinture qui a été créée en Europe et qui a été ramenée par des sauveurs d'art, entre guillemets? Non. Non. Un message. Oui, enfin, c'est un Une document papier en tout cas. Ah, un document. Eh ben, une déclaration d'indépendance des îles Fidji. Pas des îles Fidji. D'Amérique? Oui, La déclaration eh bien de- oui, Max, tu étais patent. En effet, bravo. En fait, donc une fois rentré chez lui, il a découvert pliée et cachée à l'intérieur une copie de la déclaration d'indépendance des États-Unis qu'il a revendue 2 ans plus tard pour $2,5 millions Mais pourquoi vous cachez vos déclarations d'indépendance sur des Il tableaux? faut savoir que 26 copies de cette déclaration ont été recensées, dont seulement 3 appartiennent à des collectionneurs privés. Hein. Donc le gars, pour $4, il s'est quand même fait un peu des couilles en or. Une autre histoire un peu du même type, c'est assez intéressant, c'est un ferrailleur américain, lui qui a acheté pour $10 000 dans un marché aux puces une vieille pendule dans un œuf d'or.
dans le but de vendre l'or au poids. Hein, bon, tout à fait classique hein, Ouais. comme démarche. Sauf qu'il n'a pas réussi à s'en débarrasser en fait hein, de cet œuf. Et donc personne n'en voulait. Il a regardé sa cote sur internet et il a découvert qu'il s'agissait d'un des 8 œufs disparus de Fabergé, estimé à 24 millions d'euros. Et donc pour l'avoir acheté 10 000, il a fait une bonne affaire aussi. Quoi. Ah oui. Ouais, Donc pas voilà, mal, pas comme mal. là on est clairement dans le thème. Quoi. Bon ben Max, deuxième point, bravo Abaddon, il va falloir se réveiller là. Oui, parce que bon, on a parce un que peu dans- Ce chronomètre, ça me stresse. Mais oui, les 3 minutes, je sens que c'est quelque chose qui te stresse, mais bon, Oui, vas-y, oui. surmonte ta peur et on passe à la question suivante. Question antiquité, c'est pour toi. Ah, Dans l'Antiquité s'organisaient des jeux héréens, donc H-E-R-E-E-N-S. Quelle était leur particularité à ces jeux héréens? Tous les 8 ans. Non, c'était tous les 4 ans. Et ben, des d'une femmes ville. pouvaient y participer. Alors précise ta réponse. Des prêtresses pouvaient y participer. Non, mais Des femmes... Non, mais on va dire que c'est la bonne réponse en fait. Oui, Oh, en enfin. effet. Tu es assez épatant parce qu'en fait. Mais n'était-ce pas la première réponse que j'ai donnée? Si. Et en effet, donc c'est un plus 3 d'office. En effet, et c'est un super épatage puisque. Je m'épate moi-même. Non, mais en fait, il s'agit de. Donc, c'était les Jeux Olympiques féminins en fait. Ah. Donc, ils s'appelaient les Jeux héréens et avaient lieu tous les 4 ans, peu après les Jeux Olympiques, et ne comportaient qu'une seule épreuve, la course, en 3 catégories les plus jeunes, les plus vieilles et une catégorie intermédiaire. Ah. Le stade olympique était raccourci d'un 6e pour l'occasion. Et les plus vieilles avec quel âge? Ah, ça, c'est pas précisé. Bon, on Mais ne donc, devait pas j'imagine- jouer à l'époque. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine D'accord. que. Et les premiers Jeux paralympiques alors? Ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ça Il y veut dire avait des qu'on- Jeux Olympiques féminins à l'époque. Ça veut dire qu'on a créé les premiers Jeux olympiques féminins avant les premiers Jeux paralympiques. Oui. Oui, Ça bah, veut dire que les handicapés ont été beaucoup plus Ah, ils étaient discriminés que les féministes à femmes. l'époque, hein, bien sûr. Bon, allez, question 5. Donc, je rappelle les scores. Donc, Abaddon 3, Max 2, Ignorance à 1, hein, toujours. Hein, bon. Alors, d'après les calculs très sérieux réalisés par la NASA, elle estime qu'il existe entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Donc, ce qui est déjà Pas mal. énorme. Pourtant, dans cette étude, il démontre que quelque chose présent sur Terre se trouve en quantité bien plus grande encore. Mais quoi? L'or. Le nombre de connexions qui sont possibles dans un cerveau humain. Non, c'est pas ça. Mais pourtant c'est vrai. Oui, mais ici c'est quelque chose. C'était pas la bonne réponse. C'est quelque chose de palpable. C'est pas la- C'est un objet. Enfin, c'est quelque chose en tout cas. Les grains de sable. Non. Attends, c'est une matière naturelle? Matière naturelle, et donc il faut savoir que cette chose L'argent. compte 3000 milliards de. Attends, dans notre système solaire ou dans... Non, sur Terre. Sur Terre. Et ben alors, Ça m'énerve, j'ai l'impression d'avoir eu Non. la réponse il y a pas longtemps. Donc il y a entre 100 et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie, mais sur Terre il y a quelque chose qui existe en 3000 milliards d'exemplaires. Et c'est assez surprenant. On ne le penserait pas, mais en fait c'est très nombreux. 3000 milliards d'exemplaires. Oui. Donc c'est quelque chose... Enfin, c'est pas quelque chose du tableau périodique comme... Non, c'est pas un élément. C'est pas un C'est élément. vraiment Donc, quelque donc chose il de faut très que je... concret. 2 minutes, mais Mais c'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose de créé? c'est naturel. D'accord. Ah. 3000 milliards. Les météorites qui se sont écrasées. Il n'y a pas 3000 milliards de météorites, non. Pas les petites météorites. Non, c'est quelque chose qui existe, qu'on rencontre dans le quotidien, vraiment de façon très, très basique. Les oiseaux. Non, Est-ce que c'est organique ou est-ce que c'est minéral? c'est organique. Et nous sommes à la moitié du temps Ah, les complémentaire. animaux... Enfin, les fourmis, les insectes. Non, c'est pas un animal, C'est végétal. C'est organique, mais c'est c'est pas... végétal. Eh ben, les plantes. Lesquels? Non. Alors, c'est une plante, mais Les champignons. non. Non, ça c'est Les mousses. La mouche. Non. Plantes. Ça vit dans l'eau. Non, Les cactus. non, Les roses. Les racines. Enfin, non. Non. non, on tourne autour, hein, mais non. Non, Une enfin. minute. Il existe 3000 milliards 3000 milliards de... de feuilles d'arbres. Pas de feuilles d'arbres. 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 Max, tu es épatant. Voilà. Eh oui. En effet, il existe 3000 milliards d'arbres sur Terre, ce qui est assez impressionnant comme quantité. Et donc il y a plus Tout à d'arbres fait. que d'étoiles.
Toi aussi, et pas de tes amis. Max, bravo, tu gagnes un point. Nous sommes à la moitié des questions et donc Max a 3 points, Abaddon 3 points. Très bien, messieurs. Très bien. Question suivante. Là, à mon avis, vous devriez connaître la réponse, mais bon, on ne sait jamais. Hein, on peut toujours être surpris. Là, on va parler de quelque chose de célèbre, puisque en 1386, qui fut jugé à Falaise, en Normandie, pour avoir tué et dévoré un nourrisson? Un chien? Non. Un loup? Non. Un dauphin? Non. La bête du Gévaudan? Non. C'est un homme? Non. C'est une femme? Non. C'est un enfant? Non. C'est un animal? Oui. Un mouton? Non. C'est un renard? Non. C'est un carnivore? Un loup? Non, j'ai déjà dit. Un ours? Il n'est en théorie pas carnivore, mais... Un ours? Non, pas un ours. Un cochon? Un sanglier? Ah, on n'est pas loin, Une laie, un cochon sauvage, un sanglier, une laie, un marcassin. Presque. C'est pas masculin. Une vache? Une cochonne, une truie. Une truie. Abaddon, tu es épatant. Ouais, en effet, tu t'y connais en cochonne donc. Ah, il s'y connaît en truie, hein, évidemment. En 1386, une truie fut jugée à Falaise en Normandie pour avoir tué et dévoré un nourrisson. Ça mange tout, hein. Alors attention, parce qu'elle fut condamnée à mort, emprisonnée pendant 9 jours et eut droit à un avocat. Le jour de l'exécution, mesdames, messieurs les juges et jurys, tenez-vous bien, le jour de l'exécution, on l'habilla en homme et on convia d'autres porcs à regarder son supplice pour montrer l'exemple. Énorme. Ma cliente est innocente. Je vous le dis. Fabuleux. Elle avait faim. Il fallait la nourrir. Le propriétaire aurait dû la nourrir et pas laisser son nourrisson comme ça sur le bord de la fenêtre. Non, il y a des choses qui ne se font pas. Écoute, on faisait bien les choses en 1386. En d'autres temps et en d'autres lieux, un certain cochon a fait le procès d'une autre. Ah, tout à fait. Et on peut recommander aussi la ferme des animaux de George Orwell. C'est vrai, qui est un très bon livre et très bon livre politique pour expliquer la politique aux enfants. Que vous pouvez garder dans votre bibliothèque. Et oui, gardez-le dans votre bibliothèque. Ah bah celui-là, j'ai fait le choix de ne pas le garder. Oh là là. Tu as fait le choix de ne pas le garder, mais pourquoi? J'ai retenu l'essentiel, que tous les animaux sont égaux, mais que certains sont plus égaux que les autres. Bon, voilà. En effet. C'est merveilleux. Bon, alors on va passer à une catégorie cinéma. Hein. On va quitter un peu ces territoires obscurs de Normandie et de truies dévoreuses de nourrissons. Nous allons partir du côté des États-Unis. Putain, attends, ça veut dire qu'un descendant de viking s'est fait manger par un cochon. Possible. Bon, en tout cas, pour la question suivante, donc il en reste 4, messieurs. Abaddon a 4 points, Max a 3 points et l'ignorance en a 1. L'ignorance va perdre. Bah, on ne sait pas. Si vous vous trompez à toutes les questions, l'ignorance peut encore gagner. Hein. C'est affreux. Bon, peut-être n'avez-vous jamais entendu parler du film américain Zizix Road. Et pourtant, il est tristement célèbre pour une raison qui est très étonnante. Laquelle? Zizix, ça s'orthographie donc Z-Y-Z-Z-Y-X. Donc Zizix Road. Personne n'est allé le voir au cinéma. C'est celui qui a fait le plus bas nombre d'entrées. C'est un super épatage, Abaddon. Putain. Oui, c'est la bonne réponse. C'est exact. Donc tu te prends 3 points d'un coup. Ça vaut le coup. Et en effet, le film Zizix Road est tristement célèbre pour être l'un des films les moins rentables de l'histoire du cinéma. Sorti en 2006, le film rapporta seulement $30. Alors qu'il en avait coûté 2 millions à produire. En fait, il a été diffusé dans une seule salle pendant 6 jours avant d'être retiré. Moi, je propose qu'on finisse la soirée en regardant sur la Alors que, sincèrement, pour $2 millions. Apparemment, le film est très bien. L'histoire n'est pas stupide. Donc, l'histoire, c'est un homme tue accidentellement l'ex-petite amie de sa maîtresse. Le couple met alors le cadavre dans le coffre de la voiture et décide d'aller enterrer le corps dans le désert. Mais les deux amants vont prendre le chemin d'une route réputée maudite, la Zizix Road. Et c'est relativement bien réalisé, et donc il ne s'attendait pas à un bid comme celui-là, et il ne s'explique toujours pas la raison de ce bid en fait. Donc, parce que $2 millions, il faut quand même y aller. Hein. Donc voilà, c'est pas un petit budget, c'est quand même. En quelle année tu dis? En 2006, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Ouais, on peut en faire des choses en 2006. Et c'est des acteurs connus dedans? Ça je ne sais pas, mais je ne crois pas. Non. À mon avis non. Sinon il aurait quand même eu un tout petit peu plus que $30. Je sais pas. Parce qu'il y a quoi? Il y a 10 personnes qui sont allées. En tout cas, c'est ouais. Même pas. Bah ouais, même pas. À $30, non, ouais, même pas quoi.
Bon, et bien Abaddon, là tu décolles, tu as 7 tu points, me l'as Max a mise, 3 points, et bon, l'ignorance, voilà, c'est sûr, l'ignorance a perdu aujourd'hui. Bon, allez, question suivante, on va rester quand même dans les films américains, peut-être que Max, tu vas pouvoir te faire un super épatage, on ne sait jamais. Dans les films américains, les numéros de téléphone, je ne sais pas si vous avez remarqué, commencent toujours par 555. 555 quelque chose. Mais c'est pas un hasard, pourquoi commence-t-il par 555 ? Parce que c'est un numéro de téléphone du cinéma. Enfin, d'un film en général, ils doivent tous commencer par 555. Précise. Mais les numéros de téléphone américains normaux ne commencent pas par 555, et quand un numéro de téléphone est pour le cinéma, il commence par 555 pour ne pas qu'il soit pareil qu'un numéro de téléphone qui existerait. C'est un super épatage, Max. Ah oui, on sent là, on sent que vous vous êtes réveillé. Là, il y a un truc qui se passe. En effet, dans les films américains, les numéros de téléphone commencent le plus souvent par 555. Ce n'est pas un hasard, car les numéros 555 0100 par exemple, et 555 0199 ont été expressément réservés pour être utilisés dans les films, afin que personne ne soit dérangé si son numéro apparaissait fortuitement. Étonnant, non ? Max 6 points, Abaddon 7 points. Il reste 2 questions. Messieurs, la pression monte. On sent que là, le Mister épatant sommeille en vous. Il est là, il va sortir. Miam de match. Question numéro 9. La célèbre marionnette Guignol a été inventée à Lyon par un certain Laurent Mourguet pour une raison bien particulière. Laquelle ? Taper sur les gendarmes. Non. Elle a été vraiment créée pour quelque chose de précis, pas pour divertir à la base. Mais pour faire une caricature ou une satire du pouvoir en place. Non. Est-ce qu'elle devait ressembler à quelqu'un qui habitait à Lyon à cette époque-là? Non. En France. Ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur ce monsieur Laurent Mourguet. C'était qui? C'était un agitateur public. Ah bah justement, qui il était? C'était un anarchiste. Non. C'était le fils caché de... C'était en quelle année, tu dis? Qu'elle a été créée? L'année, je ne sais pas. Non, mais Guignol a été créé, tu nous as dit en... Je n'ai pas Est-ce que Guignol ne serait pas d'une certaine façon son avatar? Donc quand Guignol apparaissait, c'était lui qui s'exprimait au travers de la marionnette. Non. En fait, dommage. T'as pas donné de réponse pour... Je vois que tu t'es gardé pour le... Mais non. Il vous reste 2 minutes, messieurs. Mais donc c'était qui? Est-ce que c'était quelqu'un de connu? C'était le maire ou c'était... Alors c'était quelqu'un de connu, mais c'était pas le maire. Il était dans l'opposition alors? Non, rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique, c'était un artisan très connu, un boucher... C'était un artisan en effet, mais pas un boucher. Un sculpteur... Non. Est-ce que c'était son concurrent? Est-ce qu'il a représenté Non, justement, il s'en est servi. Ah, il s'en est servi. Il l'a créé pour justement valoriser... Pour faire sa pub? Oui, mais... Mais que faisait-il, ce monsieur? Laurent Mourguet? Ce monsieur Laurent Mourguet. Monsieur Laurent Mourguet, est-ce qu'il vendait quelque chose? Est-ce qu'il était charpentier ou un truc comme ça? Non, mais il exerçait une profession, en tout cas. Lyonnaise. Enfin, c'est une profession qui était partout, mais donc il l'exerçait à Lyon. Ok. Et est-ce que Guignol était là pour montrer son savoir-faire au public? Non. Non, ok. C'était juste sa mascotte, au fait. Et il vous reste 1 minute. C'était sa mascotte. Est-ce qu'il était avocat? Avocat, non. Notaire? Non. Laurent Mourguet. Et il est très connu? Non, c'est une profession banale. Bah alors on peut toutes les faire. Il était vitrier, il était... Non, mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une marionnette pour... Mais pour cacher ses vilaines mains? Non. Quel est le rôle d'une marionnette? La faire rire ou montrer quelque chose sur un spectacle. Oui. Et donc il faisait des spectacles. Et donc quel métier faisait-il? Il était dentiste pour que les gens ouvrent la... On s'approche de la réponse. Il était médecin. Ah, pour regarder, oui. Pour regarder dans la bouche des gens, bah oui, dentiste. Oui, dentiste pas dentiste, plus médecin. Médecin, 10 secondes. Arracheur de dents. Oui. Absolument. Tu es épatant, Abaddon. En effet, Laurent Mourguet, un arracheur de dents lyonnais, a inventé Guignol parce que il a, disons que il
il attirait sur la place publique ses futurs patients en fait avec son spectacle de marionnettes, ce qui rendait l'arrachage de dents un peu moins désagréable. Donc il mentait comme un arracheur de dents. Et finalement en fait les gens venaient surtout voir la petite marionnette et donc il a décidé d'arrêter de métier. Il a gagné de l'or en bas. Il a la célébrité en tant que marionnettiste, mais donc il était arracheur de dents à la base. Étonnant. Bon, bah, c'est la dernière question, mais plus pour le. Enfin, sauf si tu. Ah non, tu peux faire un super épatage. Ce qui ne fera pas. Bon, nous rappelons que Max a 6 points et qu'Abaddon a 8 points, donc et voici la dernière question. On s'en fout, l'ignorance n'a pas gagné. Ça m'étonnerait que tu fasses un super épatage là-dessus, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Attention, voici les 3 dernières minutes de ce jeu. On va parler de Disneyland Paris. Ah non, ça va, si tu lui donnes déjà le point. Dans tous les parcs d'attractions Disneyland au monde. Putain, Alex n'est pas là. Vous Alex trouverez River, si tu nous quelque écoutes. chose de bien particulier dans la rue principale appelée Main Street. Mais quoi? Putain, Le château. Non. Bah voilà, je ne joue plus. Non, bah, c'est vraiment c'est une excentricité très. Un barbier. Et oui. Oh oui, excellente réponse. Et oui, super épatage. Bravo à Abaddon. Super épatage. Et ben ça fait 11 points. Et oui, en effet. Et pourquoi barbier? Parce que Alex Monsieur me l'a Walt expliqué à Monsieur Walt Disney aimait bien être rasé de près. Non, en fait, c'est un hommage à son père qui était barbier, en fait. Walt Disney, le papa de Walt Disney était barbier. Et donc, d'office, l'exigence, c'est que dans chaque Disneyland, il y ait un barbier dans la rue principale. Écoute, tu peux dormir chez toi ce soir. Ah, là, je crois que tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Tu n'as pas été renié. Voilà, eh bien, je suis très heureux de t'annoncer, Abaddon, que tu es Mister Épatant de cette émission. Bravo, Mister Épatant. Et c'est la première fois que je gagne. Et oui. En plus, oui. Mais je me suis bien défendu. Max, franchement, 6 points, tu peux, voilà, tu peux être fier de toi, quoi. Et l'ignorance, 1 point, bon, voilà, c'est plus pour le fun. Bouh, l'ignorance. Oui, voilà, bouh. bravo. Et 3 minutes, vous avez été assez efficace malgré le stress du chrono. C'est vrai. Donc félicitations, et vous aussi à la maison, épatez vos amis avec toutes ces anecdotes aussi croustillantes les unes que les autres. Exactement. Eh bien, je pense que nous allons passer alors, merci Francesco, à la dernière partie de l'émission. Donc, une petite recommandation pour terminer. Alors Francesco, est-ce que tu nous recommandes d'acheter Chat en poche? Chat en poche, oui, c'est une pièce de théâtre super que vous pourrez découvrir donc aux abattoirs de Baumel à Namur les 26, 27 et 28 avril. Donc il faut que je sorte ce podcast avant, mais ça je le ferai. Si possible. Et donc c'est une pièce de Georges Feydeau, un classique, mais donc c'est une des pièces les moins connues de Georges Feydeau, mais qui est absolument délicieuse, très drôle. Max l'a vu d'ailleurs, donc il pourra peut-être en témoigner. Moi je me suis bien amusé. Alors oui, par certains aspects c'est un petit peu vieillot. En effet, c'est du Feydeau. Parce qu'il y a des trucs, mais sinon non. Je pense écoute, nous on se connaît depuis longtemps, mais tu as même des gens qui sont venus te féliciter pour ton interprétation de l'invité à la représentation où nous étions à Dinan. Au centre culturel de Dinan. Qui est un très beau centre culturel d'ailleurs. Donc, oui, très agréable, franchement. On va remarquer ça aussi. Voilà, ça a un petit peu vieilli, mais sinon les quiproquos sont quand même sympathiques. Et puis, on va dire, ton truculent personnage est tellement à l'aise avec les femmes que ça en devient délicieux. Ça en devient délicieux. Et enfin voilà, il faut pas raconter tout, mais il est très attiré par les femmes, mais il sait vraiment pas laquelle est laquelle. Enfin bon. Oui, tant que c'est une femme, c'est bon. Oui, tant que c'est une femme, c'est bon. Et tout est bien qui finit bien, et il n'y a pas de mari trompé dans... Non, c'est vrai. Voilà. Et moi, j'avais été voir, mais il y a des années, avec ma maman et et mon papa. Et qu'on salue à nouveau.
Et notre promène donc pas toute nue au centre culturel des Chérous. Et je regarde juste un très bon souvenir parce que ça m'avait fait rire. Mais rien que le titre et notre promène donc pas toute nue. Alors là pour le coup vous n'avez pas trop modernisé la pièce. Pour Chat en poche, si, un peu quand même. Si. Il y a beaucoup de termes qu'on a enlevés parce que c'était pas compréhensible. C'est désuet. Oui, désuet. Donc, puis même au niveau des quiproquos, on a raccourci, etc. Donc il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'original. Parce que là, pour le coup, en effet, l'original a vraiment vu. Le Paris de la fin du 19e n'est pas la même chose que la Belgique de 2019. En effet. Donc voilà. Mais voilà. Sans trop moderniser, on a quand même essayé de garder plus ou moins des mots d'époque ancienne, mais quand même compréhensibles pour comprendre les quiproquos et pour en rire, quoi. Bah donc voilà, on recommande Chat en poche de Georges Feydeau aux abattoirs de Baumel à Namur. De Baumel à les Namur. 26, 27 et 28 avril 2019. 2019, vite, à vos places, parce que ça avait déjà quand même un petit succès. Ça se remplit bien, oui, ça se remplit bien. Donc, continuez à y aller. Merci. Merci. Abaddon. Est-ce que vous aimez Taïwan? Le Made in Taiwan. Non, enfin oui ou pas. Non, mais dans la rue, pour nos amis liégeois, dans la rue du Palace, j'oublie toujours la rue Pavavrois, a ouvert un 85. Donc c'est un endroit où on peut boire du bubble tea, c'est du thé à la taïwanaise. Bon, ça n'a plus rien du tout du goût du thé, hein, mais c'est une infusion sucrée avec des billes de tapioca ou des billes parfumées dedans. On peut le prendre au lait ou pas au lait. Voilà, c'est nouveau, c'est récréatif. D'accord. Ça fait et c'est bon. Il faut aimer le sucre. Il faut pas être au régime. Voilà. Il D'accord. faut pas être au régime. Ok. Ça va. Et ouais, donc tu recommandes. Voilà. Et puis je vous recommande le prochain livre d'Amélie Nothomb qui sortira. Mais déjà l'ancien a l'air super. Voilà, déjà l'ancien a l'air super, mais Déjà les anciens. Il m'en a offert un une fois. Peplum. J'ai bien aimé. C'était bien. J'en ferai un devoir, j'apporterai. On vous lira un extrait la prochaine des combustibles, fois. oui. Des combustibles. On fera une émission Eh bien, littéraire une fois. il y a une citation d'Amélie Nothomb que j'aime ressortir souvent qui est « Un viol, c'est beau. Un viol, c'est la preuve que quelqu'un peut se mettre hors la loi pour vous. » D'accord. Ok. Ça pique quand même un peu. Bah écoute, je la ressortirai au boulot dès que possible. On connaît le contexte, oui. Oui. C'est drôle parce que c'est vrai. Voilà, je rends mon micro. Merci. Bon, et toi, Max, tu as une recommandation autre que... autre que le viol. Oui. Que se mettre hors la loi. Non, le viol, non. Non. Quand je disais le viol, c'est quand on veut pas, moi je voulais. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je fais une petite pause blanc parce que comme ça, je vais pouvoir me permettre de... Il y a un genre de suspense par rapport à ce que tu vas dire. On ne t'entendra pas parce que je couperai ça au montage. Je regarde un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir... Dommage qu'on ne m'entendra pas. Seulement, on peut dire ce qu'on veut. Alors. Tu peux dire ce que tu veux là maintenant. Genre tous les gros mots et tout ça. C'est parce que on les concentre. On peut dire publicile. Ah, moi je... Gucci. Eh bien, moi je vais recommander... le site internet Gusty Queer qui vend des articles en cuir, oulala, à des prix très sympathiques. Moi j'ai acheté un petit truc dont je suis très très content, mais je compte aussi acheter une nouvelle mallette pour le travail sur Gusty Queer, et notre camarade Big Boss qui est déjà venu dans l'émission a aussi acheté pour travailler au Bistronome de petits objets pour voilà. N'oublions pas l'offre couplée. Si vous achetez 3 articles sur Gusty Queer, nous vous louons notre studio d'enregistrement pour vos soirées. Mais vous devez porter les Gusty Queer pendant que vous parlez, évidemment. C'est ça. Non, voilà, c'est un magasin en ligne qui vend vraiment plein de trucs. Ils vendent des sacs, ils vendent des tabatières, ils vendent vraiment beaucoup d'objets en cuir à des prix très intéressants. Donc je pense que je peux recommander Gusty Queer, voilà. Magnifique. Un trio de recommandations culturelles, épatant et intéressant. Mais oui, puisque je ne pouvais pas recommander Chat en poche, puisque tu le recommandes. Voilà. De recommandations couplées. Voilà. Eh bien mes amis, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour enregistrer cette émission. À mon avis, franchement, je vais sans doute la plus courte qu'on a jamais fait. Oui, parce qu'on en est à 1h50.
Seulement. Bah, Oui, 1h50. Moins que ça, puisqu'il y a des coupures dedans. Oui, mais il y aura des génériques et des jingles, donc... Ah oui, c'est vrai. Est-ce que nous aurons toujours un bêtisier? Écoute... Il n'y a pas eu beaucoup de... Non, mais je peux essayer de faire... Quoi, tu as bien aimé le bêtisier? Bah non, je ne l'ai pas encore écouté. Non, c'était sur celui d'avant. Ah oui, ça oui. Je pensais qu'il y avait eu un deuxième bêtisier. Non, il n'y avait pas eu un deuxième bêtisier. Oh. Oui, sur le Laserman de la foi catholique, mais non, il n'y en a pas eu. Nos auditeurs s'en demandent. Eh bien, écoute, je recommencerai alors les bêtisiers pendant le générique de fin de notre émission. Voilà, merci d'être venu. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir écoutés et d'être aussi fidèles. Nous sommes dans vos oreilles ce soir. Et donc, maintenant que nous avons une page Google Analytics pour voir les statistiques du site internet, nous savons quand et où. Nous savons quand et où. Mais surtout, avec qui vous êtes. Surtout, nous allons venir vous chercher. Nous allons vous suivre comme on pourrait suivre en Deliveroo. Mais surtout, tu parles du monsieur qui nous a apporté le sushi avant qu'on commence l'émission. On le salue d'ailleurs, Baudouin. Merci Baudouin, avec un H. Non, n'hésitez pas à vous connecter au site eclectisme.be. Il y a des petites histoires, il y a des petites reviews de bouquins, il y a des chroniques comme je viens de lire, et il y a surtout des vidéos et le podcast de l'équilibre instable. Le podcast de l'équilibre instable qui mériterait aussi 5 étoiles sur iTunes. Ou même 6. Si possible 6. Oui. Ou bien d'être téléchargé encore plus par vous. Répandez autour de vous l'équilibre instable, la bonne nouvelle, la bonne parole. Et on doit teaser la prochaine émission. Ah oui, absolument. Je mettrai un petit arrière-fond musical, mais donc nous allons partir et nous allons parler de nos voyages. Je sens déjà le vent frais là. Tu sens les vacances. Tu sens le. Moi, je sens déjà le Blue Lagoon dans ma main et les doigts de pied en éventail sur la plage. Ah, ça va être super. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait tout ça, et que nous serons revenus, nous pourrons, nous pourrons débriefer en équipe. Sur les plus belles destinations. D'ailleurs, pourquoi ne pas, à cette occasion, on verra bien, pourquoi pas inviter quelqu'un à parler aussi de... Un spécialiste Thomas Cook, par exemple. Par exemple. Donc voilà, c'est une idée que nous proposons. Si vous avez des globetrotters à nous recommander. Ou aussi, des gens qui veulent des guides du routard qui s'ignorent. Voilà. Envoyez un petit mail à eclectismeliège@gmail.com. Et bien sur ce, des gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir écouté l'émission. Merci de l'avoir téléchargé. Merci de nous suivre. Et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Mais c'est une affaire rondement menée. Magnifique.